Anne Jacquelin, aujourd'hui, intervient sur les partenariats de recherche avec la société civile comme levier de transformation durable. Alors on va voir ce que ce titre ambitieux signifie dans un cadre de vécu, et peut-être un vécu aussi qui a été dynamisé par la rencontre avec l'IHEST. On doit quand même signaler que tu es issu de la promotion Anita Conti. Anita Conti, donc, qui était une artiste. Donc on est très fiers que la dernière promotion de l'IHEST soit incarnée par une artiste un peu scientifique quand même. Ouais. Voilà, un peu scientifique. Mais c'est déjà un grand pas et on est ravis. Alors, cette intervention va nous permettre d'en savoir un peu plus sur les cadres et la dynamique de collaboration entre sciences et société, ce que j'ai compris pour l'instant. Mais surtout, mon rôle, ça sera quand même de faire valoir le fait que tu es engagé en tant que sociologue du travail et dans la recherche depuis de nombreuses années, et que tu es directrice de recherche du développement R&D. Donc il faudra R&D, donc il faudra que tu nous expliques un peu tout ça. Tu accompagnes des méthodes participatives, tu as un travail associatif aussi très intense, donc tu penses l'organisation différemment que on pourrait l'envisager dans certains cadres. Donc c'est une façon aussi pour nous de découvrir ta pensée, ta façon de réfléchir à la société, et comment peut-être aujourd'hui on articule la relation au participatif et au collectif, et avec la co-construction dans un rythme scientifique. Voilà, donc un vaste programme, et nous t'écoutons avec grand plaisir sur un écran tout neuf, donc que tu inaugures ce soir. C'est à signaler parce qu'il n'était pas tout neuf, évidemment. Voilà. Merci beaucoup Yann, c'est très gentil. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là ce soir. Alors, juste, je ne sais pas trop exactement, dans les personnes qui sont dans la salle, en levant la main, qui est-ce qui se définirait comme un artiste ou une artiste ? Ok. Qui est-ce qui se définirait comme un chercheur ou une chercheuse ? D'accord. Et qui est-ce qui se définirait comme une personne engagée dans sa vie au quotidien ? Ok. Bon, je vais commencer avec une excuse quand même, c'est que la dimension artistique, elle n'est pas prédominante dans mon intervention. Et moi, mon intérêt aussi, ce serait dans le temps d'échange qui va suivre, vous puissiez éclairer, au regard de ce que je vous raconte, comment l'art peut venir éclairer l'enjeu que je vais vous présenter, parce que c'est un sujet auquel il faut vraiment qu'on s'attelle, je pense, dans les années à venir, et c'est quelque chose sur lequel les collectifs ont besoin de s'engager un peu plus avant. Donc oui, j'ai un joli titre pompeux. L'idée, c'était de faire venir du monde. Bon, ça n'a pas forcément marché, mais ceux qui sont là, et ça, c'est vraiment super sympa. Moi, en fait, je suis chercheuse indépendante. C'est-à-dire que je ne travaille pas pour une université ou pour un laboratoire de recherche. Et j'ai décidé de faire de la recherche en collaboration avec la société civile. Donc sur des projets de recherche-action. Et en fait, ce que je vais essayer de faire dans cette présentation, c'est de la faire en deux parties. Une partie plus générale, pas trop théorique, je vous rassure, mais sur c'est quoi les recherches participatives, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est que faire de la science, qu'est-ce que c'est que faire de la recherche. Et puis après, je vous raconterai l'histoire d'un projet de recherche assez extraordinaire qui vise une transformation durable. Et dans lequel il faut vraiment interroger l'art comme un potentiel levier. Et ça, je le remettrai entre vos mains. Donc prenez des notes si vous avez des fulgurances et des inspirations. Et moi, je prendrai des notes quand j'aurai fini de présenter. Donc je fais des tas de choses, je suis dans plusieurs collectifs, mais une association que je veux présenter ce soir, c'est l'association Alliance Sciences et Société. Donc moi, je suis coprésidente et l'objectif de cette association, c'est de faire du plaidoyer. C'est-à-dire que on essaye de changer les choses au quotidien autour de soi, et puis après on essaye de faire des choses un petit peu plus visibles par de la performance, par de la science. Et puis au bout d'un moment, on se rend compte qu'il est important de dialoguer avec nos élus
pour leur faire prendre conscience de grands enjeux. C'est ce qu'on fait au sein de l'ALIS, Alliance Sciences et Société. Et ce qu'on essaye de faire, et ça vous verrez au cours de ma présentation, c'est de faire prendre conscience que la recherche, elle est partout. Et les résultats de la recherche, c'est-à-dire la science, sont aussi partout. Et qu'il est important d'accompagner, de reconnaître le travail des contributeurs et des contributrices à la recherche. Alors, si vous avez des questions, des doutes, des besoins de clarification, n'hésitez pas à m'interpeller, d'accord ? Alors, juste, est-ce que l'idée de l'histoire, est-ce que vous avez déjà eu des cours d'histoire des sciences ou des choses comme ça dans le passé ? Levez la main, ceux qui en ont déjà eu. Ok, ouais, un petit peu. Super. En fait, c'est juste pour vous dire que les sciences existent depuis toujours et qu'elles se sont constituées d'un point de vue plus institutionnel progressivement. C'est au milieu du Moyen-Âge qu'on va commencer à créer des universités comme celle-là, la Sorbonne étant une des plus anciennes universités, mais c'est quelque chose qui s'est fait progressivement et vous avez déjà entendu parler des savants, ces personnes privilégiées qui, par tout un ensemble de connaissances assez diverses et variées, pouvaient développer un savoir, une connaissance. Et dans ce sens-là, la question des amateurs, des personnes passionnées, a toujours une grande importance. Et la question des explorations, dans l'histoire des sciences, elle est importante aussi. Et ce que fait l'humain, c'est qu'il explore pour découvrir de nouvelles choses. Quand il explore, il rapporte des plantes, il rapporte une description des oiseaux, de la flore. Mais en fait, souvent, quand on a exploré, on a rencontré d'autres civilisations. Et on a aussi importé, quelquefois spolié, ou colonisé des savoirs. Et dans le même temps, on les a rendus visibles. Et donc des personnes, des explorateurs passionnés, des collectionneurs passionnés, ont créé des espaces, des clubs, des bibliothèques dans lesquelles, en fait, ils mettaient à disposition des étudiants tous ces savoirs, toutes ces connaissances et toutes ces collections. Donc la science et l'amateurisme sont très liés. Et en ce sens-là, ce que je veux vous dire par là, c'est que les deux sont coproducteurs. La science, elle n'est pas toute seule et elle se fabrique avec des gens qui sont investis dans ce qu'ils font. Bon, je ne vais pas vous faire une histoire des sciences en détail, mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand on commence à rentrer dans ce type de réflexion sur l'histoire des sciences, on peut prendre sur certains objets. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez le musée du Conservatoire national des arts et métiers. Je ne sais pas qui est-ce qui est déjà allé, levez la main. C'est plutôt par ici que ça lève la main. Allez-y, c'est extraordinaire. Vous pouvez voir le premier avion, la première calèche à charbon, on a remplacé c'est extraordinaire. Et on se rend compte vraiment que par la dimension de rêve, de projection artistique et esthétique, elle est très puissante dans la façon dont on va faire évoluer les techniques, quoi. Et on se rend compte que ça peut être des personnes qui sont dans l'industrie qui le font, mais ça peut être aussi des personnes, des foutimasseurs, on dit, des personnes qui inventent dans leur garage. Et donc, en fait, on a développé une discipline qui s'intéresse à comprendre ça, ce qu'on appelle les STS. Et les STS, on se rend compte on pourrait croire qu'elles sont très orientées sur comprendre comment se forme la technique, c'est quoi qui a conduit à la création de tel ou tel algorithme. Au fond, ils se posent des questions beaucoup plus philosophiques. C'est, au fond, qu'est-ce qu'un savoir ? Qu'est-ce qu'une connaissance ? Qu'est-ce que la recherche ? Qu'est-ce qui fait science ? Comment on produit de la recherche ? Comment on produit de la science ? Comment on s'organise pour le faire ? Et donc, vous avez bien compris que j'étais sociologue du travail et des organisations. Et est-ce que vous savez qu'est-ce que fait un sociologue ? Quel est son travail finalement ? Est-ce que quelqu'un saurait l'expliquer très simplement ? Ouais. Il étudie les rapports sociaux. En fait, il essaye de rendre visible ce qui est invisible dans les interactions humaines. C'est exactement ça. Et une des choses qu'on a réussi à rendre visible, c'est exactement ce que tu décris, c'est la question des rapports sociaux. C'est qu'il y a des rapports de pouvoir. Et puis, dans ces rapports de pouvoir, qui peuvent être très croisés, très intersectionnels,
il y a potentiellement des dominants et des dominés, mais en fait, notre objectif, c'est d'essayer de décrypter, de comprendre ça pour voir qu'est-ce qui fait qu'un savoir se constitue comme un savoir, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, il va être légitimé ou pas, par qui, et à quel moment il va pouvoir diffuser dans la société. Parce que l'objectif de cette intervention, c'est vraiment de comprendre les collaborations entre la science et la société civile et comprendre comment ça peut faire une transformation durable. Et donc, si notre objectif, c'est de faire évoluer la société, c'est de transformer, il faut qu'on regarde ce qui s'est passé derrière et il faut qu'on analyse ce qui se passe aujourd'hui pour comprendre qu'est-ce qui a une légitimité et qu'est-ce qui peut être un levier pour transformer ou pas. Donc c'est un travail sans fin, parce que quand on commence à chercher et qu'on essaye de faire science, on se rend compte que en fait, ce qui est un résultat évolue sans cesse et que voilà, c'est ce qui nous tient en vie finalement, on ne s'ennuie pas. Et donc, c'est intéressant parce que là, on raisonne en termes de discipline. Vous êtes dans une discipline qui relève de la question artistique. Moi, je suis plutôt dans la question de la discipline sociologie. Et en tout cas, à l'université, quand on s'inscrit dans une discipline, dans une UFR. Et quand on fait de la recherche, on est dans un laboratoire de recherche, même si on essaye de faire de la pluridisciplinarité, les chercheurs, ils sont recrutés dans une discipline. Et donc, c'est par rapport à cette discipline qu'ils sont recrutés, même si le laboratoire aura tout à fait une ouverture dans ses objets de recherche. Donc, on a toute cette étiquette disciplinaire. Et ça n'a pas toujours existé. Et donc, la question du design, par exemple, ou la question de l'art, elle se constitue de plus en plus de façon institutionnelle. Elle s'institutionnalise. Et pour vous, ça compte aussi de se demander qu'est-ce que ça va faire à la production des personnes, qu'est-ce que ça va faire à leur rapport à l'emploi, à leur rapport au travail, à leur création, à leur rapport au monde, cette institutionnalisation. Et du coup, les disciplines, elles sont très importantes, même si on essaye de les rendre moins lisibles. Une discipline, c'est vraiment un prisme qu'on a pour comprendre le monde. Et toutes les disciplines sont hyper importantes. Et on se rend compte dans la recherche, c'est que ces disciplines, elles n'ont pas du tout la même façon de concevoir le monde. Elles n'ont pas la même façon de penser. Elles n'ont pas les mêmes méthodes, elles n'ont pas les mêmes protocoles, elles n'ont pas les mêmes formations. Et donc, ça complexifie ce qu'on pourrait dire sur qu'est-ce que la recherche ou qu'est-ce que la science. Et donc ça, il faut l'avoir bien en tête parce que ce que je dis, c'est forcément hyper général par rapport à ce que chaque discipline pourrait dire d'elle-même. Et là, par exemple, je participe à une convention scientifique. Et donc, c'est le principe d'une convention citoyenne, sauf que c'est qu'avec des chercheurs. Et ils ont réussi à nous réunir 50 chercheurs de 50 disciplines différentes. Et je peux vous dire qu'on n'a pas du tout le même rapport au monde. Et personne n'a le même visible ou invisible, quoi. Et c'est très étonnant. Donc, dans la loi des disciplines, je voulais vous parler du rapport Bourdieu-Gros. Parce que, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Pierre Bourdieu? Levez la main, ceux qui ont déjà entendu parler? Ouais, quand même. Bon, c'est super, parce que lui, pour le coup, c'est un sociologue. Et lui, c'est un sociologue qui s'est vraiment coltiné la question de savoir. Déjà parce que son objectif intrinsèque, je pense, au fond de son cœur, et plus il vieillissait, et plus c'était important, c'était de dire « je veux rendre ma discipline, la sociologie, une discipline légitime scientifiquement ». Mais donc, pour qu'elle soit légitime scientifiquement, il faut que j'arrive à le faire reconnaître à des instances que je vais moi-même critiquer en tant que sociologue. Donc, c'était pas évident, mais du coup, ça a permis de vraiment, dans, on va dire, les tensions qu'il y a pu y avoir entre sa pensée et ses différents interlocuteurs, vraiment préciser sa pensée de façon assez intéressante. Et par exemple, il a fait ce rapport avec Monsieur Gros sur l'éducation nationale. Parce que là, pour le coup, je pense que tous vous êtes passés par l'éducation nationale. Et en fait, l'éducation nationale, c'est le premier endroit où on s'interroge sur la question des savoirs. En fait, quels sont les savoirs qu'on doit transmettre aux enfants? Quels sont les savoirs qui sont légitimes? Et dans une société, on va dire, basée sur les questions de preuve, les questions de science, c'est hyper important de se dire qu'est-ce qui fait science et que du coup je peux transmettre aux enfants. Et quelle science je reconnais suffisamment pour la mettre au programme du primaire, du collège ou du lycée. C'est des sujets hyper importants. D'ailleurs, vous vous êtes peut-être rendu compte qu'aux États-Unis,
il y avait des États qui faisaient des programmes où la question de l'évolution n'était pas du tout abordée, quoi. Et que finalement, ce qu'on apprend à nos enfants, c'est qu'ils étaient issus de la côte d'Adam. Et donc, c'est hyper intéressant parce que dans ce rapport, il donne des idées que je partage avec vous. Et en fait, ce qu'il considère, c'est que... Alors, pour le coup, il parle pour les élèves, mais je pense que ça vaut quand même pour tous les humains. C'est que quand on ajoute de nouveaux savoirs, on est obligé d'en supprimer. On ne peut pas accumuler des savoirs de façon infinie. Et c'est en ça que la question de l'IA, je pense qu'elle rend un peu fou tout le monde. C'est que l'IA, il y a une espèce d'illusion de rationalité, de justesse, de complétude. Mais en fait, nous, on n'est pas des IA pour le coup. Donc nous, il nous faut un truc un peu en 3 points souvent. Donc ça, c'est pas évident. Et quand on enseigne à des enfants, si on leur enseigne trop de choses, ils ne retiennent rien. Donc c'est une difficulté. D'ailleurs, je tiens à faire une petite remarque sur les enquêtes qui s'obstinent à considérer que par rapport au reste des États, on a des résultats très mauvais en français et en mathématiques. On ne fait jamais le ratio par rapport au nombre d'heures d'enseignement qui ont été divisées par 3 en français et en maths depuis à peu près 40 ans. Somme toute, on a un enseignement tellement diversifié que du coup, je pense que nos enfants sont compétents de façon moyenne sur plein de choses et moins puissants sur les 2 matières qui sont évoluées. Bon, bref. Et donc, ce qu'il dit aussi, c'est que pour savoir ce qu'on met dans le programme, c'est qu'il faut penser si c'est applicable de façon générale. Et ça, c'est hyper intéressant parce que souvent, c'est ce qui fait un peu le débat entre les sciences humaines et les sciences dures. Alors, c'est extraordinaire d'ailleurs cette division parce que l'applicabilité générale, quand on fait de la physique, c'est extraordinairement pas possible. Parce qu'en fait, on a rêvé un jour que l'infiniment grand soit la même chose que l'infiniment petit. Et puis là, on se rend compte qu'en fait, non. Ce serait trop super. Et même s'il y a des mathématiciens qui font des trucs de dingue, a priori, voilà. Après, ça peut servir des espèces de potentielles hypothèses, mais bon. Pour le coup, voilà, c'est plutôt une croyance finalement. C'est ce qu'on espère. En tout cas, c'est ce qui nous permet de décider à l'instant T. Il y a la question de dire justement, comme rien n'est définitif, il faut accepter que l'information va évoluer, que l'information va progresser. Il faut expliquer pourquoi j'amène cette information. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très important, nous, quand on travaille avec nous, chercheurs, quand on travaille avec la société civile, c'est que quand on veut s'intéresser à travailler ensemble, à partager nos savoirs, c'est important de se dire pourquoi j'impose mon savoir à l'autre. Qu'est-ce qui fait que mon savoir serait plus légitime? Qu'est-ce qui fait que je pense qu'il est important que je le positionne à ce moment-là? Si je viens vous parler des sciences et des recherches participatives aujourd'hui, si j'ai priorisé ce sujet par rapport à tous les sujets que je pouvais traiter par ailleurs, c'est parce que moi je pense qu'on est dans ce moment, dans cette espèce d'interface où je considère que à la fois la société civile et à la fois la science sont tellement fragilisées dans leur modèle économique, dans leurs projections, dans leur assise institutionnelle qu'ils gagnent à se rassembler pour se codéfinir. Et après, il y a la question de rendre accessible, prendre le temps, ajuster le discours au public. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du terme facile à lire et à comprendre. Qui en a déjà entendu parler? Super. Il y a des gens qui font du design un peu, levez la main ici. Alors, facile à lire et à comprendre, c'est l'idée très simple qui vient du milieu du handicap et en fait qui marche très bien quand on travaille avec des personnes qui ne parlent pas français ou qui sont qui ont une déficience X ou Y. C'est de se dire que quand tu produis des documents, tu peux le produire en mode texte, il n'y a pas de souci, mais tu fais aussi une version facile à lire et à comprendre. Une illustration de ça, quand on est dans le métro, c'est que toutes les informations de sécurité, on les fait avec des émoticônes. J'ai des collègues en droit de l'innovation qui sont dit, les conditions générales d'utilisation des applis, c'est quand même un contrat que personne ne lisait, on fait tous accepter, et qui serait très utile de réduire ce texte avec des icônes qui permettent de comprendre très rapidement en quoi consiste notre engagement en termes de données. Parce que finalement, on parle de droit, mais les droits, on n'y a pas accès s'ils ne sont pas rendus accessibles, si on ne comprend pas, si on n'a pas de levier pour en bénéficier. Et du coup, le processus de disciplination, là, c'est assez intéressant, c'est de se dire,
il y a quelque chose qui émerge, et puis ça va être porté par des personnes qui ont du réseau, qui ont compris un peu ce qui avait de l'importance à ce moment-là pour devenir légitime, et qui arrivent à imposer leur discipline dans le système institutionnel, créer une nouvelle discipline, créer des budgets qui vont avec, créer des postes, recruter et prendre une place dans la recherche et dans les sciences. Et en fait, ces 20 dernières années, il y a plein de nouvelles disciplines qui ont émergé et qui sont vraiment en lien avec la question de l'art et de la question du design. Et ça, c'est hyper important parce qu'on avance sur cette question de comment on se rend accessible au monde. Il y a la discipline et puis il y a aussi les objets de recherche. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un objet de recherche ? En fait, la discipline, donc, c'est un peu ma grille de lecture. Donc, ma grille de lecture, physique des matériaux, sciences du langage, mathématiques. Mais je vais appliquer cette grille à un sujet, à un objet. Ça peut être, je ne sais pas moi, question du cancer du sein, la question de... Je sais pas, ça peut être un sujet comme rendre les enfants heureux. C'est mon objet de recherche. Ça peut être un sujet de résoudre une question de dynamique pour améliorer les batteries des voitures électriques. Ça, c'est un objet. Sur un objet de recherche, on peut avoir besoin de toutes sortes de grilles de lecture, toutes sortes de compétences disciplinaires. Et les objets de recherche, ils évoluent tout le temps. Et est-ce que vous avez une idée des objets de recherche qui sont à la mode en ce moment, à votre avis ? L'IA ? Yes. Quoi d'autre ? L'énergie, complètement. Ça, c'est un peu les deux sujets phares. Et donc, ce sont des sujets légitimes. Et du coup, quand il y a des sujets qui sont légitimes, ils sont mieux entendus, mieux financés, mieux reconnus. Et ça fait partie d'un jeu des systèmes humains. C'est pas une critique, c'est un constat. Et du coup, ça, c'est une réalité à laquelle la science doit faire face. Et en fait, quand il y a des sujets comme ça qui prennent beaucoup de place, la science, elle doit aussi s'adapter. Elle doit un peu mettre de côté ce qu'elle est en train de faire pour s'ajuster à ça. Parce que ça fait sens pour la société, ça paraît logique. Et en même temps, il faut faire des choix. Parce qu'en fait, on ne peut pas traiter tous les sujets. Et puis, évidemment, du coup, une fois qu'on rentre dans une discipline, quand on est institutionnalisé, ça change notre rapport à l'emploi, notre rapport au travail, notre façon d'interagir avec le monde. Et donc des personnes qui, par exemple, travaillaient de façon bénévole ou salariées dans des structures intermédiaires et qui deviennent chercheurs, vont, d'une certaine manière, faire remonter la société civile dans la recherche. Et ça, c'est plutôt super. Mais à l'inverse, ils vont quitter cette société civile et quand ils vont réinteragir avec eux, ils vont le faire avec leur nouveau prisme, qui est celui de leur discipline et de leur métier de recherche. Et quand on réfléchit à ça, on se rend compte que ces interactions, elles transforment avec des avantages et des inconvénients. Juste que je regarde l'heure en même temps. On a toute la nuit, parce que vous n'avez pas de projet ce soir, évidemment. Pardon, je me plaisante. Donc, pour ça, je vous montre un truc qui s'appelle... Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que la recherche et développement ? Levez la main ceux qui ont déjà entendu ce terme. Et maintenant, ceux qui comprennent ce que ça veut dire, et à partir de maintenant, vous allez tout comprendre. Alors, la recherche et développement, c'est... Vous voyez cette grille-là ? Alors, je ne vous ai pas mis l'échelle de maturité technologique. La recherche et développement, c'est un terme qu'on utilise dans le milieu industriel pour expliquer où on en est de notre recherche. Ça permet de se justifier, c'est-à-dire de dire, là, je suis dans une phase, on va dire, de recherche, donc improductive, et là, je vais vers une phase productive. Ça permet que des équipes de recherche dans une entreprise puissent expliquer qu'elles ont plus besoin de sous qu'interagir avec des équipes de marketing. Mais ça permet aussi d'interagir avec l'État et avec les chercheurs pour dire, là, à ce stade, je suis encore en mode recherche, j'ai besoin de vous, ou alors, j'ai besoin d'avoir un crédit d'impôt recherche.
Donc c'est hyper intéressant parce que autant l'outil TRL, là je ne vous ai pas montré l'outil TRL, je vous ai mis l'outil SRL parce que c'est en fait plus facile à lire et à comprendre, il me semble pour moi. Et donc ça explique les différentes étapes de 1 à 3, c'est ce qu'on appelle la recherche fondamentale. C'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre de quoi ça cause. Et donc on va décrire à petite échelle. On va collecter du matériau. Et puis, à partir de 3, on est plus au clair pour se dire, voilà la problématique, voilà la question à laquelle je souhaite vraiment répondre. Et puis, de 4 à 6, c'est le moment où on va faire une expérimentation, on va tester. Vous avez déjà entendu parler du test and learn ou du double diamant de design. C'est-à-dire que, en fait, au début, on cherche plein d'infos, on sature des infos, et après, on restreint notre sujet. Et après, on se met à chercher en réduisant à chaque fois l'objet de notre recherche. Et donc, de 4 à 6, finalement, par exemple, en biologie, c'est le moment où on a on a acheté nos petits rats, et puis on va tester, par exemple, je sais pas, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la question des OGM? Vous en avez pas entendu parler? Levez la main si on a entendu parler. Oh my god, ça, j'en ai pris un coup de vieux. Oh, pardon. Est-ce que vous connaissez le glyphosate? Levez la main, ceux qui connaissent le glyphosate. Bon, je vous fais quand même l'histoire parce que je la trouve super intéressante. Ouais, c'est fou, faut que je m'en remette. On a eu un espèce de scandale sanitaire, alors je sais plus dans quelles années, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était quoi, 2005 les OGM? Ouais, oui, dans ces eaux-là. Bon, en plus, c'est enregistré, si Madeleine me voit, bref. En gros, il y a un chercheur... Alors, normalement, quand on est chercheur et qu'on diffuse des articles qui vraiment présentent une grande avancée scientifique, normalement, on doit informer les journalistes en amont pour qu'ils lisent tranquillement l'article. Et en fait, il y a une date, on va dire, de diffusion de l'article. Mais l'idée, c'est que les journalistes l'aient en amont pour bien comprendre et digérer, parce que les articles scientifiques, quelquefois, c'est en anglais, c'est toujours hyper digeste. Donc là, c'était un biologiste qui avait fait un test, parce qu'à l'époque, c'était les débats qu'il y avait en France dans l'agriculture, c'était la question des organismes génétiquement modifiés. Et donc la question, c'était, est-ce qu'on peut les mettre sur le marché ou pas, et est-ce que ça va tous nous rendre malades? Et donc, ce biologiste, donc de sa discipline biologie, avait pris des petits rats et puis il leur avait donné du maïs pendant 2 mois. Et puis, les rats ont eu des grosses tumeurs. Et donc, dans son article, il a présenté des photos des rats avec des tumeurs, hyper difficiles à regarder, quoi. Donc, c'était un peu un article scientifique avec des résultats, mais hyper tape à l'œil. Et en fait, ça a créé un scandale, en fait. Tous les médias en ont parlé, parce qu'en plus, c'est terrible, parce que les députés à l'Assemblée nationale devaient voter sur oui ou non. Et puis bon, en fait, il y avait déjà des entreprises qui s'étaient lancées dans la question des OGM, parce qu'au moment où vous vous rendez bien compte qu'au moment où tu mets ton OGM sur le marché, c'est que tu as déjà fait tout ce travail juste de 1 à 9. Donc il s'est quand même passé potentiellement 10-15 ans. Et donc, voilà, il y avait déjà des champs qui étaient quand même en mode test, et puis il y avait des militants qui saccageaient ces plantations, etc. Bon, toujours est-il que ce scandale, à un moment, le ministère de l'Environnement de l'époque, merci à lui, a décidé de prendre une initiative et de financer, avec un budget un peu important, une contre-recherche. Mais là, en allant chercher plusieurs disciplines. Donc, il n'y avait pas que des personnes en biologie, mais il y avait aussi des épidémiologues, et puis il y avait aussi des gens spécialisés dans les produits... dans l'alimentation animale, je crois que dans certains produits phytosanitaires. Et donc là, ils ont refait l'exercice. Et puis, ils sont partis du principe de dire, en effet, un rat, son alimentation n'est pas le maïs, donc on ne va pas lui donner que du maïs, on va lui donner son alimentation habituelle et puis un peu de maïs. Et puis, on va comparer ces rats. Et puis, on a comparé des rats donc, qui étaient nourris aux OGM, avec des rats qui étaient nourris en agriculture conventionnelle, avec des rats qui étaient nourris en alimentation bio. Et à votre avis, lesquels avaient les plus grosses tumeurs? Pas d'idée? Eh bien, ils avaient tous les mêmes tumeurs.
Et qu'est-ce qu'on a découvert? C'est que tous ces maïs étaient pleins de glyphosate. Ou pas. Et donc là, c'est hyper intéressant parce qu'on se rend compte que si tu restes dans ta discipline, tu peux faire des erreurs. Et quand tu mélanges des disciplines entre elles, eh ben, tu as un regard qui est beaucoup plus intéressant. Et là, on a pu faire science. Et donc, c'est drôle parce que du coup, ils ne savent pas ce que c'est que les OGM. Mais c'était un non-sujet. Et en fait, le glyphosate, c'est un méga sujet. Et en fait, on est en train d'ouvrir la boîte de Pandore de tous les polluants éternels qu'on a dans notre alimentation. Et c'est vrai qu'on peut comprendre pourquoi la France a le record des cancers du sein. Bref. Donc, on va de 1 à 9, et donc de 1 à 9, en général, on meurt autour de 4-5 en recherche. Oui. Ce que dit monsieur, je dis pour le micro, c'est la question de la réplicabilité. Et que, en fait, ce qui a pu faire succès, c'est le fait qu'on ait des données statistiques à grande échelle. Mais pour avoir des données statistiques à grande échelle, il a fallu que le sujet soit suffisamment légitime pour que des budgets soient... du coup, voilà, de 4 à 5, c'est vraiment le moment où quelquefois on se plante et on arrête parce qu'on se rend compte que ça ne fonctionne pas, que les conditions ne sont pas réunies, qu'on n'a pas les budgets ou que en fait, c'est juste l'hypothèse qu'on se faisait, elle est caduque et point barre. Bon, évidemment, quelquefois on se lance et puis on lâche et puis 10 ans après, il y a quelqu'un qui revient, etc. etc. Mais ça c'est ce processus-là de 1 à 9. 9, en fait, c'est au moment où la recherche, elle trouve son marché, elle trouve son histoire. En fait, on considère qu'on n'est plus dans un processus de recherche, mais c'est un résultat. Et donc, de 1 à 9, on fait de la recherche, et puis une fois que 9 est arrivé, c'est de la science. Voilà, en gros, ce que c'est, pour faire simple. Donc ça peut répondre aux questions que pose Bourdieu, mais effectivement, on n'arrive à 9 que sur les sujets pour lesquels on a pris du temps pour faire de la recherche, qu'on a financé, accompagné, et une fois, 2 fois, 3 fois. Alors, je voulais vous montrer à peu près ce que c'est aussi qu'un protocole de recherche, parce que je pense que quand on est un artiste, on a à peu près le même processus. Vous allez voir que c'est très simple. Simplement, ce que je vous dis une fois de plus, c'est hyper général, parce que selon les disciplines, ça va complètement varier. Alors, d'abord, et donc ça reprend un peu cette TRL ou cette SRL. Alors SRL, je tiens à citer, c'est Elix, des collègues qui font l'innovation sociale et qui ont essayé de rendre plus accessible cette échelle de maturation technologique en considérant, bien sûr, que la recherche n'est pas que à visée technologique et qu'on peut trouver des solutions qui ne soient pas technologiques pour améliorer la vie des humains au quotidien et la vie de la Terre. Mais bon, je pense que vu ce que vous faites dans la vie, vous êtes convaincus. Donc au début, on a l'émergence d'un besoin. Un besoin, une problématique, une idée, quelque chose sur lequel on va essayer de réfléchir. Et puis, alors on va essayer de trouver du temps, des ressources, du budget. Et on va faire ce qu'on appelle, quand on fait de la recherche, je ne sais pas si vous faites ça, vous, en tant qu'artiste, peut-être que vous essayez de ne pas le faire. Mais avant de se lancer sur un sujet, on sent qu'il y a quelque chose qui nous titille, et du coup, on va lire tout ce que tout le monde a fait sur le sujet, quoi. En se disant, je ne vais pas recréer une histoire qui a déjà été bien résolue. Et surtout, quand on se rend compte que souvent, du point de vue de sa discipline, tu as l'impression que personne n'a rien fait là-dessus, et en fait, il y a juste une discipline dont c'est l'objet au quotidien. Et donc, c'est hyper important, et je pense que dans la vie en général, c'est quand on explique l'importance de lutter contre les fake news, etc., la source des informations, c'est plus aussi un mode de vie en général de se dire, quand on a une idée, il faut bien penser qu'elle existe sans doute déjà. Si on l'a, c'est pas pour rien, on est fils de notre temps. Et il y a peut-être déjà plein de choses qui se font, et vous pouvez déjà vous mettre en lien avec des tas de personnes qui auront plein de choses à vous apporter sur le sujet. Et donc, une fois qu'on a lu tout ce que tout le monde a dit, on va se dire, mais attends, il y a encore un truc qui n'est pas clair, là. Il y a un truc que personne n'a abordé. Il y a quelque chose qui est resté invisible, ou un non résolu. Et donc, une fois qu'on a identifié ces freins-là, ces sujets non résolus, on va formuler une problématique. On va dire, c'est là-dessus que je vais travailler. Et une fois qu'on a fait ça, il va falloir se mettre en mode bataille. Et donc, là, pour la science, c'est très important. Parce que cette phase A, c'est une phase très créative, une phase un peu de recherche, une phase de réflexion un peu... à la fois, c'est très ouvert et à la fois, ça peut être très créatif, vraiment.
Et puis il y a une phase où, une fois qu'on a posé la question et qu'on va dire qu'on va tester telle ou telle hypothèse, il faut qu'on soit très 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 rigoureux. Et là-dessus, c'est super difficile parce qu'il faut des moyens pour être rigoureux, il faut du temps, et surtout que la rigueur n'est pas la même selon les disciplines, et la rigueur, elle évolue avec le temps, elle évolue avec le fait qu'on ait des projets aussi qui montent à l'échelle européenne ou internationale, parce que quand on est en concurrence avec d'autres pays qui ont d'autres protocoles, ça met un peu plus la pression. Et puis aussi parce que, en fait, vous voyez bien, on parle de rapports sociaux en sociologie, mais la science, on peut le dire, les savoirs scientifiques ont été construits souvent aussi, je sais que j'ai des collègues qui ont du mal quand je le formule, mais sur la spoliation de savoir d'autrui. Et ça, c'est un truc contre lequel, en France, on n'a pas cessé de lutter dans les institutions de recherche depuis 50 ans, de se dire, est-ce que ce qu'on fait, c'est éthique ? Est-ce que quand on prend cette information à la nature ou à des écosystèmes ou à des organisations, est-ce qu'on a le droit de le faire ? Est-ce qu'elles sont d'accord avec le fait qu'on le fasse ? À l'échelle individuelle, on a réussi à incarner ça en droit avec le règlement européen pour la protection des données à caractère personnel, la RGPD, vous connaissez ? Ça, pour les chercheurs, ça a été une imposition extraordinaire. Mais on a aussi la question des données sensibles. Sur la compréhension qu'on a des maladies des Français et d'essayer d'à chaque fois creuser un peu plus pour comprendre pourquoi il y a des vagues virales, il y a des vagues de cancer, il y a des vagues de malformations de bébés à la naissance, des vagues de cancer professionnel, il faut qu'on utilise de la donnée qui est ce qu'on appelle sensible. C'est de la donnée de santé. Et une donnée de santé, aujourd'hui, si on veut travailler dessus en tant que chercheur, il faut qu'on passe par la CNIL et c'est 2 ans. On passe par des comités d'éthique et il faut qu'on nous donne l'autorisation. Ça, évidemment, quand on auscultait les personnes dans cet amphithéâtre, des personnes qui avaient donné leur corps à la science ou qui avaient été ramassées dans la rue, on ne se préoccupait pas de ces questions-là. C'est arrivé avec le temps, et heureusement. Donc, en fait, ces protocoles, ils ne cessent d'évoluer, de se préciser. Donc, il faut choisir les outils, quels sont les calendriers. On suit des référentiels de qualité. C'est pareil quand on travaille avec des animaux en test laboratoire. Évidemment, je veux dire, les contraintes augmentent avec le temps, et tant mieux pour les animaux. Et bien sûr, c'est une contrainte de plus pour les chercheurs qui doivent du coup trouver d'autres solutions. Et par exemple, on sait que, je ne sais pas, vous avez vu passer les articles sur les crash tests, que les femmes avaient plus d'accidents, de blessures dans les accidents de voiture parce que les crash tests sont faits sur des mannequins basés sur une physionomie masculine. Achat matériel, recrutement, etc. Ensuite, il y a le fait d'aller récolter de la donnée, parce que quand on fait de la recherche, on va avoir un résultat parce qu'on a analysé ce qu'on a trouvé comme information. Et il faut récupérer ces informations. Et récupérer les informations, c'est toute une organisation. Comment on récupère des informations sur le ressenti des personnes ? Comment on récupère de l'information sur le sommeil des personnes ? Comment on récupère de l'information sur l'état de l'océan ? Il faut faire des choix. Aujourd'hui, l'état de l'océan, on est allé voir à l'Ifremer, c'est la salinité, c'est la température, on n'a pas 50 options pour vraiment suivre à l'instant T tous les océans. Et ensuite, on analyse, on produit nos résultats. Donc les résultats, c'est par rapport à la question qu'on s'était posée, oui, non, pourquoi, ça dépend. Voilà ce qu'on a découvert. Et puis souvent, on se dit, ce serait bien de le refaire à plus grande échelle, ce serait bien de le refaire avec un autre protocole, etc. Et puis, on fait en sorte de prévenir déjà les collègues de recherche, mais de prévenir le reste de la société. Si je me rends compte qu'effectivement, en termes d'accidentologie, les femmes ont des séquelles beaucoup plus conséquentes que les hommes, quel est le rôle du chercheur ? Qui doit-il informer pour que cette information remonte auprès des parlementaires qui votent les lois ? Et là, c'est hyper intéressant parce que, en fait, les laboratoires de recherche, de fait, ont longtemps été organisés pour que les résultats que les chercheurs trouvent soient transmis, en fait, aux personnes qui font les lois. C'était les directions des affaires publiques. Malheureusement, quand on réduit les budgets dans les instituts de recherche et dans les universités, c'est un peu ces fonctions qu'on dit support qui se perdent.
Mais en fait, c'est hyper important de se dire comment la science peut faire évoluer la société, parce que quel est le canal? Est-ce que c'est à la société de venir dans les séminaires de recherche? Est-ce que c'est à la société d'aller lire les articles en anglais de Nature, sachant que vous n'avez pas accès aux bases de données avec les articles des chercheurs. Il y a beaucoup d'articles d'ailleurs sur... il y a des bases de données qui existent avec des articles en libre service, on va dire, mais c'est pas encore complètement partagé. Et du coup, je vais revenir là-dessus. Donc là, c'est un schéma que j'avais fait avec mes collègues, c'était il y a longtemps, donc il n'est pas hyper... c'est dans les débuts du design d'information. Et en fait, ce qu'on essayait de faire, c'était de montrer qui apporte quoi dans un projet de recherche. Et comment, quand on rassemble plusieurs savoirs ensemble, on peut créer un nouveau savoir. Et donc, en fait, moi, à l'époque, je travaillais à la Fabrique des Territoires Innovants, c'était une société coopérative. Et donc, quand on faisait des projets de recherche avec la société civile, souvent c'était avec des départements sur du développement économique local, on leur expliquait ça. Parce que quand on travaillait ensemble, il fallait qu'on fasse un contrat. Et dans un contrat, si jamais vous avez des contrats d'ailleurs avec des employeurs ou... ouais, surtout quand on est un artiste, ça c'est un vrai sujet, la question de la contractualisation. Ils ont des cours là-dessus, sur la contractualisation? Pas directement, mais en management, ils peuvent avoir à certains moments des relations avec ces questions, mais de loin. Ok. Bon alors gardez ça pour vous, parce que quand vous signerez des contrats, même si au début vous aurez du mal à négocier, vous ne serez pas dans le rapport de force, mais quand vous serez connu comme votre enseignant, vous pourrez imposer le rapport de force. Quand on signe un contrat et qu'on est un artiste, et c'est un peu comme quand on est un chercheur. C'est-à-dire qu'on va produire quelque chose de nouveau, d'accord? Donc, le droit dit que quand on produit quelque chose en tant que salarié, la production, elle appartient à l'entreprise. Première chose. En revanche, vous le savez, j'imagine, c'est que le droit d'auteur, il est inaliénable. On ne pourra pas vous aliéner le fait qu'on mette votre nom. Mais s'il y a de l'argent produit à partir de votre création, ça appartient à votre employeur. Maintenant, il y a l'option, il faut réfléchir, être artiste salarié, ça interroge. Il y a l'option où on est prestataire. Et quand on est prestataire, qu'est-ce qu'on fait? Même quand on est salarié d'ailleurs. On peut faire un contrat spécifique pour encadrer cette relation de propriété. Et donc, nous, quand on faisait de la recherche avec, par exemple, un département, lui finançait la recherche, mais nous, on ne voulait pas qu'en nous finançant, il garde la propriété de nos données, qu'on puisse plus réutiliser ces données pour publier, faire de la recherche, ou continuer à faire notre carrière, faire cours, etc. Et donc, on expliquait que, en fait, on est à deux, donc il y a le département, il est en rouge, par exemple, et puis nous, on était un peu bleu et vert, parce qu'on était très fiers de notre diversité. Et en fait, ensemble, chacun a des savoirs, chacun a des données, chacun a des résultats. Et puis, on va les mélanger. On va travailler ensemble et on va tous apporter au projet ces savoirs et ces données et ces résultats. Et donc, à partir de là, on va tester des choses, on va tester des hypothèses. Et donc là, c'est la boîte. Et en fait, toutes ces informations-là, toutes ces données, on les garde. Et puis, on va aller sur le terrain. On va essayer de récolter de la donnée originale. C'est le fait qu'on soit ensemble qui permet d'avoir cette donnée-là, ce petit truc bleu, c'est vraiment lié au projet. C'est unique. On l'a fabriqué ensemble. Et puis, on va aller voir si, finalement, nos hypothèses de départ, nos savoirs antécédents, ils rentrent dans la boîte de ce qu'on a réussi à produire ensemble. Donc, soit ça marche, soit ça ne marche pas, et on reteste jusqu'à ce qu'on trouve un résultat. Et ensuite, si on a un résultat, ça fait un arbre là, et là, ce qu'il faut faire dans le contrat, c'est de dire qu'est-ce qui se passe à chaque étape. Qui est propriétaire de quoi, qui peut faire quoi, et comment on tient l'autre au courant. Donc, imaginons que vous faites une performance pour la Sorbonne, une performance dans cet amphithéâtre. Cette performance, c'est de faire une fresque qui permette, en surimpression, de mettre des noms de femmes chercheuses sur le plafond. Il faut absolument que vous vous mettiez au clair sur la Sorbonne, ce qu'elle est prête à mettre à disposition comme modification du ciel, parce que peut-être qu'elle ne veut pas qu'on touche aux écritures en doré, mais qu'elle est prête à ce qu'on touche aux écritures en beige. Et vous,
Vous mettrez votre nom bien sûr, mais peut-être que vous allez imposer à la Sorbonne de ne jamais modifier votre œuvre artistique. Bon, vous pouvez aussi dire qu'elle peut le faire. Vous pouvez dire que si cette œuvre est prise en photo, eh bien, vous recevrez, la personne qui vendra cette photo devra vous donner une partie de ce qu'elle gagne. Tout ça, vous pouvez le définir. Et c'est très important parce que quand on travaille à plusieurs, si on ne se met pas au clair sur qui fait quoi et qui dit quoi, mais quelquefois, c'est même pas se donner de l'argent, c'est juste se dire, tiens-moi au courant si tu fais quelque chose et juste dis que c'est moi qui l'ai fait. Ça, c'est hyper important parce que quand on travaille ensemble, si on ne fait pas ça, on s'embrouille. Et après, on n'arrive plus à transformer de façon durable. Les bons comptes font les bons amis et les bonnes reconnaissances d'auteurs et de contributions sont très importantes. Et surtout dans le cadre de l'art. Donc, alors, la science participative, c'est quoi du coup? Parce que je vous ai parlé de la science, je vous ai parlé de la recherche, super, hyper intéressant. Et bah, ça veut tout et rien dire. Et d'ailleurs, c'est terrible parce que j'étais à un séminaire de recherche avec des personnes qui sont spécialisées sur la question du handicap. Et le thème on était sur 3 jours et on était avec des personnes concernées, c'était génial, donc qui elles aussi contribuent à la recherche. On disait c'est quoi les recherches participatives? Et en fait, on ne savait pas. En revanche, ce qui est sûr, c'est que la recherche participative, elle n'est pas forcément bien vue d'un point de vue institutionnel. Parce que quand on parle de recherche participative, on ne parle pas de notre objet de recherche. Donc est-ce que je travaille sur les IA ou sur l'énergie? On ne parle pas de notre discipline. On parle juste d'une question de méthode. On dit qu'à un moment, je fais participer des personnes qui ne sont pas des chercheurs dans tout mon protocole de recherche. C'est assez vague. Mais du coup, c'est hyper important. Parce que du coup, si on réfléchit à qu'est-ce que c'est qu'une recherche participative, on peut vraiment se poser des questions. Et on se dit à quel point on ne devrait pas demander le consentement des rats qui font des expérimentations pour nous, parce qu'ils sont participants à cette recherche. Et nous font du feedback sur ce qu'on leur fait. Et surtout, il y a depuis, on va dire, une dizaine d'années, on nous demande, nous, en tant que chercheurs, ça de travailler à plusieurs de façon interdisciplinaire ou pluridisciplinaire. Et on nous demande aussi de faire de la recherche participative. Mais finalement, dans le monde de la recherche, on ne sait pas trop quoi en faire, quoi. Et du coup, quand on s'interroge sur la recherche participative, ça implique de dire, en fait, qui sont les personnes qui ne sont pas estampillées chercheurs, qui peuvent contribuer à une recherche. Mais du coup, la question que ça pose, c'est quoi un chercheur? Est-ce que vous savez me donner une définition de ce que c'est qu'un chercheur ou une chercheuse? Est-ce que quelqu'un voudrait essayer de formuler? Non, t'avais l'air de partir. Ok, super dur. Bah, c'est une question à laquelle personne ne sait répondre, hein, je peux vous le dire. Et pourtant, je mène l'enquête. Donc, c'est pas si simple. Et donc, il y a plein de types d'acteurs qui contribuent à des recherches. D'ailleurs, c'est la même chose pour l'art. Donc, il y a des acteurs académiques. Les acteurs académiques, ce sont des personnes qui sont salariées de l'université ou des instituts de recherche ou des agences d'expertise. Il y a... pardon, je les ai séparés. Donc, on a des universités, des instituts de recherche, et puis on a aussi des établissements qui sont un peu publics, mais avec un objet très spécifique qui relève ni de l'un ni de l'autre. Comme par exemple, il y en a plein. Il peut y avoir des hôpitaux, ou je sais pas, l'IRD, je crois que ça peut être là-dedans, ou des choses comme ça. Les acteurs de l'expertise, alors, ouais, ça c'est un truc qui est super compliqué quand on est député et qu'on fait des lois, c'est que pour faire une loi, du coup, pour savoir si on dit oui ou si on dit non à l'introduction de néonicotinoïdes, par exemple, dans la production de betteraves, un sujet hyper important, parce que moi j'ai un Reims et je peux vous dire qu'on en boit des néonicotinoïdes, en tant qu'élu, il faut qu'on se base sur des informations scientifiques. Qu'est-ce qui fait qu'on va dire oui ou qu'on va dire non, ou qu'on va donner tel délai? On n'en sait rien, parce que peut-être qu'on est enseignant. Voilà. Donc, on a plusieurs possibilités. Alors, on peut faire des déjeuners avec des entreprises qui font de la betterave.
Mais aussi, on peut faire un gros travail d'état de l'art, de lire tous les articles que tous les chercheurs ont écrits. Autre option. Plus simple, peut-être leur demander s'ils ont un petit rapport synthétique produit par la direction des affaires publiques. Et puis, on a des acteurs de l'expertise qu'on peut consulter et qui vont rendre des avis. On a plein d'agences d'expertise en France. Je ne sais pas si vous en connaissez. Sur la question du risque nucléaire ou sur les questions sanitaires. Il y a plein de sujets comme ça, hyper précis, dans lesquels on a des agences avec des gens qui sont extraordinaires, qui font beaucoup de recherches et qui sont en capacité de dire quels travaux ont démontré quels risques sur les médicaments, sur tout ce qu'on consomme au quotidien. Et ça, c'est très très précieux. Donc eux, ce n'est pas des acteurs de recherche, mais ils sont complètement impliqués dans la recherche parce qu'ils la consultent en permanence et quelquefois même ils peuvent l'enrichir parce qu'ils ont un tel recul sur les travaux qu'ils savent bien dire ce qui manque et ce qui pourrait être amélioré. On a des acteurs financiers, bien sûr, donc l'État, et puis on a aussi le monde de la philanthropie, et puis le monde des entreprises, bien sûr, qui financent quand même beaucoup la recherche en France. Les acteurs politiques et réglementaires, dont je n'ai cessé d'en parler, mais donc ceux qui font les lois, donc les députés, les ministres. Et puis après, certains règlements qui peuvent se faire à une échelle plus macro, à l'échelle européenne, ou à l'échelle plus locale. Les organisations socio-professionnelles. Et ça compte quand même, mais en fait, on a des syndicats, on a des branches professionnelles en France. Vous connaissez les branches professionnelles ? Levez la main, ceux qui savent ce que c'est qu'une branche professionnelle. Bon, alors je ne vais pas vous expliquer ça peut-être maintenant, parce que... Ou si, allez. Mais ça c'est pareil, c'est hyper important pour vous, parce que je suis sûre que dans votre vie... Levez la main, ceux qui ont déjà été salariés. Ah ouais, ça compte. Alors, quand on est salarié, en fait, on a un contrat de travail. Vous êtes d'accord ? Dans ce contrat de travail, on vous donne une mission avec des horaires et une rémunération. On vous donne aussi une mutuelle. Et on vous explique dans quel bon, j'ai un truc. En fait, dans quelle convention collective vous êtes ? Merci. Et donc la convention collective, c'est quoi ? C'est la règle locale sur laquelle votre entreprise a l'obligation de s'appuyer pour évaluer votre rémunération et vous imposer ou pas une formation d'expertise. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une convention collective ? Vous en avez déjà entendu parler ? Vous avez déjà vu la convention collective de votre employeur ? Alors sinon, il faut lire la convention collective. Parce que comme ça, vous savez si on vous roule dans la farine ou pas. C'est très important de savoir où on en est avec son employeur. Et en fait, quand on crée une entreprise, on a un code APE, c'est-à-dire qu'on a un code qui correspond à notre activité. Et selon cette activité, on va appartenir à une branche professionnelle. Dans cette branche professionnelle, c'est génial. Tous les ans, on a des syndicats d'employeurs. Alors, vous en connaissez, j'imagine, des syndicats d'employeurs. Vous en connaissez un énorme. Comment ? Alors, ça, c'est un syndicat salarié. Un syndicat d'employeurs, il y a le MEDEF qui est hyper connu. Ou la CGPM. En fait, des syndicats d'employeurs, il y en a plein. Par exemple, il y a des employeurs qui sont spécialisés sur les crèches associatives. Donc, des syndicats d'employeurs, il y en a plein. Et puis, des syndicats salariés. Donc, en fait, il y en a 5 qui ont été valorisés dans la loi de 1945 sur la négociation. Les syndicats salariés peuvent négocier s'ils sont représentants aux élections professionnelles. Donc, c'est pour ça qu'on a toujours un peu les mêmes syndicats qui sont dans la négociation. Et tous les ans, ils ont des réunions tous les mois et tous les ans, ils votent. Le code du travail local de la branche, donc la convention collective, et je peux vous dire que ça compte parce que dans la convention collective des transports, on peut travailler jusqu'à 95 heures par semaine. Donc, c'est important de se syndiquer, bien sûr. Deuxième chose, c'est la santé au travail. Et ça, c'est extraordinaire, c'est quelque chose qu'on a développé en France depuis la fin du 19e siècle. C'est réduire les risques des salariés. Et du coup, réduire les risques, ça veut dire imposer des formations sécurité, imposer une tenue de travail, limiter l'exposition à tout un ensemble de risques physiques, la lumière, l'humidité, la température, les horaires décalés, etc. Et puis, moins obligatoire mais bien recommandé, les risques psychosociaux. Donc la question du contenu du travail, du rythme, de la conciliation vie pro, vie perso, de la question du parcours professionnel, etc.
Donc, et puis il y a un troisième sujet, bien sûr, c'est le plan de formation. Et donc le plan de formation, c'est pas un truc auquel vous dites que vous n'avez jamais droit. Le plan de formation, c'est de négocier quels diplômes valent quelle rémunération. Et c'est aussi faire savoir à la société civile quels sont les diplômes dont on a besoin. On a besoin de soudeurs, il faut former à la soudure. Voilà. Et du coup, est-ce qu'on a des CFA qui sont prêts à faire des formations de soudeurs? Donc ça, cette négociation annuelle, elle est très importante. Et ça, il faut que vous l'ayez en tête quand vous signez un contrat, vous voyez votre convention collective, vous la téléchargez en ligne, c'est sûr que vous la trouverez, mais votre employeur a l'obligation de vous la transmettre. Et vous pouvez savoir combien de congés vous pouvez poser, dans quelles conditions, comment ça se passe en cas d'arrêt maladie et à quelle rémunération vous pouvez prétendre. Bon, et donc ces organisations socio-professionnelles, elles sont très très importantes dans le système de la société. Après, on a aussi des collectifs d'employeurs qui mettent en avant des enjeux. Collectifs d'employeurs qui vont mettre en avant l'importance de la question de la sécurité routière, qui vont mettre en avant l'importance du risque incendie, par exemple. Et donc, on a aussi, j'ai mis producteurs de biens et de services à améliorer, mais c'est tout le reste des humains qui font des choses. Toutes ces personnes-là, elles contribuent à la recherche, d'une manière ou d'une autre. Soit par les questions qu'elles posent, soit par le fait qu'elles utilisent les résultats, soit par le fait qu'elles testent les expérimentations. Et en fait, souvent, c'est bête à dire, mais si je reprends la question du sommeil, c'est un gros sujet, le sommeil des Français, mais on a, en tant que chercheurs, on a tellement fait des dispositifs de fous pour améliorer le sommeil des personnes. On les fait venir à l'hôpital, on les renvoie chez eux avec des machines qui font... Et en fait, les personnes se retrouvent à se séparer de leur conjoint, à divorcer, parce que c'est un enfer, à quoi choisir le célibat ou le fait de ne pas dormir. C'est vraiment travailler pour trouver des systèmes beaucoup plus simples pour qu'il y ait ce qu'on appelle une observance. C'est-à-dire que la solution qu'on propose, on puisse vraiment l'utiliser. Et que même si, d'un point de vue scientifique en laboratoire, elle marche, en fait, juste, j'arriverai pas à l'utiliser. D'ailleurs, c'est très intéressant. Est-ce que vous savez pourquoi on a inventé le téléphone? Vous savez pas? On l'a inventé pour écouter de l'opéra. Incroyable! Qui, déjà, c'est une ambiance l'opéra. Au XIXe siècle, on allait à l'opéra pour se montrer sa parure et faire réseau. C'était un peu le Instagram de l'époque. Donc, écouter un opéra par téléphone, no way. En revanche, on a réussi à le détourner pour faire un outil de communication dont on se sert toujours très très bien aujourd'hui. Voilà, j'avance. Du coup, là, je cite ma collègue Lucie Gozzolini, que je salue par ailleurs. Alors, évidemment, elle s'inspire de beaucoup de chercheurs, mais donc, du coup, c'est intéressant de se dire, elle vient où de la connaissance, quoi. Et elle propose 3 formes de la connaissance. Il y a l'expertise scientifique publique, donc un peu, c'est les acteurs dont on parlait, les agents d'expertise, les chercheurs, etc., qui détiennent un savoir, mais qui sont vraiment structurés de façon institutionnelle, avec des avantages et des inconvénients en termes de fragilité et de pérennité, mais aujourd'hui en France, c'est un avantage en termes de pérennité. On a les recherches et les sciences participatives. Donc moi, mon association, on parle de ce qu'on appelle le tiers secteur de la recherche. C'est un terme qui vient d'un courant international qui parle de third sector. Et en fait, le tiers secteur de la recherche, c'est de se dire que tout le monde contribue à la recherche, d'une manière ou d'une autre, mais qu'il y a des contributeurs qui sont vraiment très, 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 très puissants. Et vous verrez après que la question de la santé, ça a été une vraie façon de mettre en avant l'expertise de la société civile dans la recherche. Et puis, il y a la question des controverses. Ça tombe bien parce que je vous ai parlé de la controverse sur les OGM et le glyphosate. Mais en fait, ce qui est génial, c'est que quand il y a un scandale, c'est un super moment pour collaborer entre la recherche, la science et la société. Parce qu'on est obligé de discuter, on est obligé de creuser. En fait, des fois, c'est tellement grave qu'on est obligé de s'arrêter pour écouter l'autre. Donc le scientifique écoute la société civile et la société civile écoute le scientifique. Je découpe de façon un peu binaire, mais vous voyez bien, en fait, le conflit, c'est très structurant et c'est très important. Il ne faut pas le fuir. Ça aide au dialogue.
Donc voilà. Bon là, en fait, c'est Irving qui en parle et qui dit que, en fait, voilà, c'est la question de l'environnement et de la santé qui nous oblige de plus en plus à impliquer la société civile dans la recherche. En fait, on n'a plus le choix. Parce qu'aujourd'hui, la recherche, elle se rend compte que ce qu'elle découvre, c'est tellement grave qu'il faut que tout le monde soit au courant. Et du coup, on ne peut pas rester dans notre coin. Et il y a eu une période où, pour 1000 raisons, et notamment au moment où, on va dire, l'État était plus sur un rapport, on va dire, au 18 et 19e siècle, un peu plus monarchique, justement, les sciences avaient vraiment besoin de s'émanciper d'une forme d'État, avec une organisation très indépendante, avec un rapport même à l'interaction au lieu de vie très différent, et puis de se mettre à juste distance, quoi. Et puis longtemps, quand on présentait des résultats, voilà, les gens de la société civile, c'était pas n'importe qui, et ils étaient là ou quoi. Et les chercheurs discutaient entre eux. Mais on se rend compte qu'au bout d'un moment, si on diffuse pas plus, ça peut devenir vraiment problématique. Aussi parce que les technologies sont arrivées et que les technologies viennent tellement bouleverser les sciences et inversement que, voilà, la question de l'entreprise, la question du monde, des technologies, du monde entrepreneurial et des acteurs publics locaux devient essentielle. Et là, du coup, il y a un tableau qui est super intéressant, mais en gros, je vous le montre pour vous dire que cette idée que la société contribue à la science, elle n'est pas française. Dans le continent américain, il y a, si vous voulez, selon les pays, il y a pu y avoir des dictatures, etc. Ça a rapproché très fortement la recherche de la société civile. Et la recherche étant vraiment plus dans des pôles urbains assez éloignés des ruralités, quand elle se déplaçait, ça pouvait créer des proximités. Et en fait, on s'est rendu compte voilà, en fait, un peu dans cette idée de, longtemps on était chercheurs un peu explorateurs et puis on se plongeait sur le terrain, il se passait des choses un peu extraordinaires. Et on s'est rendu compte que si on a de l'empathie pour son objet, alors que l'objet soit un loup, que l'objet soit une fourmi ou que l'objet soit un humain, on se rend compte que, il a un savoir, il sait faire des choses et par là même, il enrichit notre science. Et en fait, en santé, ça a été extraordinaire parce qu'on se rend compte que on peut pas soigner les personnes sans elles-mêmes. La question de l'observance, je vous en ai parlé avec la question des dispositifs pour mieux dormir, mais c'est très puissant dans la façon dont ça peut transformer, et particulièrement dans les communautés où les personnes sont très pauvres, puisque évidemment, on ne peut pas arriver, un peu comme ici en France, avec des méthodes un peu allopathiques qu'on apporte comme ça avec une prise de médicaments, parce que si la question numéro 1, c'est de manger, il va falloir répondre à la santé globale de la personne, on ne peut pas la diviser, on ne peut pas la saucissonner. Donc on est obligé de la prendre dans son entièreté et dans sa créativité et dans ses propres ressources. Et là, on découvre des choses extraordinaires. Et c'est comme ça, par exemple, qu'on s'est rendu compte que les fameuses recettes de grand-mère, les savoirs un peu antiques comme ça, qui avaient été décrédibilisés dans le monde de la santé au profit de l'émergence de la discipline, des disciplines médicales, voilà, ça a eu ses limites. Et surtout dans les travaux autour des accouchements, c'est hyper intéressant. Avec la question de la ruralité aussi, parce qu'on ne peut pas toutes dans le monde aller accoucher dans des milieux avec un médecin, et que du coup, on est obligé de s'en référer aux savoirs plutôt ancestraux, locaux, voilà. En tout cas, non scientifiques. Et après, du coup, ça, c'est un peu des choses qu'on découvre entre le début du 19e et les années 70, quoi. Et dans les années 70, en France, on a eu des groupes de travail comme ça, hyper extraordinaires et militants. La question, par exemple, de la collaboration sciences et société avec le sida, c'est extraordinaire. On appelle ça les nouveaux mouvements sociaux, mais justement, on a réussi à trouver des traitements parce que, en fait, les chercheurs se sont impliqués, ont milité, parce que certains eux-mêmes étaient malades, etc., qu'on a réussi à transformer les choses. Et puis sur la question des recherches participatives, et d'ailleurs mon association, elle a été cofondée notamment par des personnes de l'INRA. Donc en France, l'INRA, c'est un institut de recherche sur l'agriculture. Et en France, quand on a colonisé plein de pays, je ne sais pas si vous êtes déjà allé au musée de l'immigration à Port-Doré, vous êtes déjà allé? Alors quand vous allez à l'aquarium, allez-y, parce que c'est pas cher l'aquarium. Et quand vous rentrez, il y a une immense carte de la France et de ses colonies, elles sont toutes en doré.
ça a été fait, hein, je sais, j'ai plus la date exacte, mais c'est vraiment à l'âge d'or, entre guillemets, où on avait colonisé au maximum. Et donc, on a colonisé ces pays, on a fait tout ce qu'on a fait, mais on a surtout développé des savoir-faire en santé et en agriculture. Et en fait, du coup, l'INRA se coltine vraiment la question de se dire, bah déjà, si tu fais des choses qui sont maladroites, tu as très vite une controverse. Mais l'INRA, ils se sont aussi rendus compte qu'ils avaient fait des choses terribles, parce qu'à l'époque, ça se faisait, et qu'aujourd'hui, ils veulent mettre beaucoup plus de responsabiliser. C'est-à-dire que l'INRA, ils sont vraiment, l'INRAE désormais, ils sont à la pointe de cette éthique, de ce souci de, en fait, on ne va pas imposer des méthodes, on ne va pas imposer des semences, on ne va pas imposer des produits à d'autres pays. Et en fait, on a tellement poussé la réflexion forte que tout d'un coup, on se rend compte que, mais oui, mais on n'a même peut-être pas réfléchi suffisamment de se dire qu'en France, on avait plein de petits écosystèmes qui n'avaient pas du tout les mêmes enjeux, qu'on n'avait pas la même géologie, qu'on n'avait pas la même température. Oui. Alors là, il y a une question sur la question du chlordécone qui a fait des dégâts dramatiques. Alors, et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'INRA, justement, a permis de mettre à jour tout un ensemble de contamination, sachant que là, et c'est là qu'intervient la question de la controverse, c'est comment on intervient auprès des acteurs qui utilisent ces produits, des exploitations agricoles qui utilisent ces produits, comment on travaille avec les personnes qui produisent ces produits et qui les mettent sur le marché, comment on travaille avec les agences d'expertise pour qu'elles récupèrent ces produits ou qu'elles recommandent leur évolution / mise de fin sur le marché. Et en fait, ce que vous dites là, c'est très important, c'est que ce type de pratiques hyper dangereuses sont liées à tout un ensemble de dysfonctionnements dans la collaboration sciences, société et monde industriel. Mais là, ce que vous introduisez, c'est, et ça je pense que ça relève plus globalement de l'humain, c'est qu'il y a des tas de croyances qu'on a eues et de produits qu'on a utilisés, qu'on avait testés un peu en laboratoire, un peu dans certaines conditions, mais jamais en situation réelle, et jamais à des doses industrielles. Et qu'on se rend toujours compte du drame a posteriori. Et sur la question des territoires outre-mer, le plus terrible, c'est que c'est des territoires qui sont non légitimés dans le débat public français, assez peu représentés dans la façon dont on conçoit la politique publique, qui n'ont d'ailleurs pas les mêmes enjeux de politique publique que le reste de la métropole, et dont les problématiques mettent un temps inouï à arriver dans l'espace de la prise de décision. Et donc c'est pour ça que la remarque de monsieur, il y a deux choses dans ce que vous dites. Il y a la question le fait que, donc, on a parlé des députés qui donc, doivent se prononcer sur tout un ensemble de sujets qui sont des sujets très précis d'expertise sans être eux-mêmes experts, et que ils ne connaissent pas toujours en plus les acteurs que je vous ai présentés avec lesquels on peut dialoguer et se documenter. D'ailleurs, ils n'ont pas toujours le temps de le faire, ni les équipes pour le faire. Et du coup, leur première source d'information, c'est ceux qui viennent à eux, qui sont ce qu'on appelle les lobbies, donc les entreprises qui ont des intérêts économiques à défendre et qui vont les défendre avec des moyens conséquents. Et qui, du coup, sont rendus ultra visibles. Voilà. Et le pauvre chercheur, exactement. Et puis... Bon, après, je vais avancer, mais c'est un sujet de fond, c'est aussi comment on s'organise. Est-ce que c'est aux chercheurs de venir discuter avec les députés, ou est-ce qu'il n'y a pas ce travail d'intermédiation que je vais proposer par la suite? Mais d'abord, je veux, du coup, vous avez bien compris, du coup, que je n'avais pas de langue de bois. Et donc, ce que je dis ne vaut pas pour tous les sujets. Enfin, c'était hyper intéressant, parce qu'il y a ma collègue Florence qui est là, et en fait, on est allé à Brest, à la rade de Brest, et puis on a rencontré des équipes militaires qui nous expliquaient qu'il y a tout un tas de choses qu'on ne peut pas faire et qu'on ne peut pas rentrer sur les lieux, et puis que la collaboration avec les chercheurs de la société, en tout cas, enfin du civil, qui ne sont pas des chercheurs militaires, est compliquée parce qu'il y a tout un enjeu de confidentialité. Mais pour le reste,
nous défendons la question d'une science ouverte. Alors la science ouverte, souvent c'est pas très clair ce que ça veut dire. La science ouverte, c'est tout un ensemble de principes pour rendre les résultats scientifiques, mais aussi la démarche de recherche, accessible à un maximum de monde. Je ne dis pas que tout doit être ouvert tout le temps et à chaque étape. C'est pas du tout ce que je dis. En revanche, c'est des questions qu'il faut qu'on se pose et qu'il faut qu'on précise à chaque fois qu'on fait de la recherche. Et donc il y a 4 dimensions là que je vous ai proposées. Il y a la question des publications en accès libre. C'est-à-dire que aujourd'hui, la plupart des publications qui sont faites par les chercheurs avec les impôts que vous payez ne sont pas en accès libre. Et ça, c'est vrai que ça interroge. Alors, c'est pas forcément de la mauvaise volonté, donc il y a des espaces en ligne, il y a des bases de données qui essayent de le rendre accessible. Vous allez sur HAL par exemple, on a beaucoup de chercheurs essayent de le faire. Il y a les enjeux d'édition, les éditeurs, voilà, si ils font le boulot d'édition, ils ont peut-être pas envie qu'on diffuse tout en ligne, etc. Il y a la question de la revue par les pairs qui prend du temps et qu'il faut rémunérer. Donc ça, c'est un enjeu. Donc c'est pas si simple, mais c'est intéressant de se poser la question, est-ce qu'on pourrait pas faire un effort supplémentaire ? Et donc, qui dit rendre accessible, c'est aussi rendre accessible dans ce que je vous disais. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de poster les articles, mais il y a peut-être des choses faciles à lire et à comprendre qu'on peut transmettre. Et casser le monopole de diffusion de... Après, il y a des bases de données qui font ce travail de rendre accessible. Enfin, il y a des travaux, il y a du travail intermédiaire d'édition et de diffusion qu'il ne faut pas non plus effacer et qui est important. Donc, je mets quand même surtout qu'ils sont tous sur des modèles économiques maintenant, enfin ils sont de moins en moins soutenus par l'État, donc on a quand même besoin de... Il y a la question des données ouvertes. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que les données ouvertes ? Est-ce que vous êtes déjà allé sur le site de l'INSEE ? Ouais ? Est-ce que vous êtes déjà allé sur le site de l'INED ? Ouais. Un truc trop marrant que je vous conseille de faire, j'adore faire ça avec les étudiants, mais allez sur le site de l'INED, c'est là qu'on voit comment les gens se rencontrent. C'est trop marrant. Et là, vous pouvez avoir tous les tableaux de la façon dont les Français se mettent en couple depuis, je crois que ça commence aux années 50. Super fun. Mais en fait, il y a tout un tas, en France pour le coup, on a plein d'organismes qui mettent à disposition de la donnée pure, c'est-à-dire que vous pouvez télécharger les tableaux Excel, c'est super intéressant. Et ce qui est génial aussi, c'est qu'on a plein de sites qui rendent visible cette donnée, accessible. Et par exemple, je crois que c'est PLA ou LPA, mais on a un site, alors il est super moche, mais selon la ville où on habite, ou alors son canton, ou alors son département, on peut savoir quels sont les spécialistes en santé qui sont à proximité et quelle est la densité pour 10 000. Super intéressant avant de choisir où vous installer et comment... renforcer la présence du personnel de santé dans les zones rurales. Mais je vous dis ça, il y a aussi France Travail qui fait de la donnée sur les compétences recherchées sur un territoire versus compétences disponibles. Et alors c'est extraordinaire parce qu'il y a un décalage toujours assez intéressant. Mais bref, je n'irai pas plus loin. Mais du coup, vive la soudure. Et il y a la question des logiciels et des outils ouverts, quoi. Et donc, il y a des outils qui sont, en tout cas, sur un modèle freemium. Ça veut dire que vous avez les fonctions basiques gratuitement. Et puis après, si vous voulez un cran plus loin, vous payez. Et donc, des outils qui permettent de référencer des choses, d'organiser le travail de l'information. Et surtout, de créer des communautés de partage de savoir. Et puis, évidemment, la recherche participative. Voilà. Est-ce qu'il ne faut pas que je troll Bon bref, j'ai parlé beaucoup trop longtemps. Et il reste une demi-heure, c'est ça. Et je voulais du temps pour des questions. Et je voulais vous parler de mon projet de recherche. Et sinon, je ne vous parle pas de mon projet de recherche. Et donc, vous avez bien vu que c'est difficile de faire travailler directement le chercheur avec la société civile. En plus, vous avez vu le gros paquet de sociétés civiles. En fait, il y a plein de types d'acteurs différents, ok, qui ont des expertises différentes, des savoirs différents, des prismes disciplinaires différents. Et donc, en fait, nous, ce qu'on défend, c'est le fait qu'il faut qu'il y ait des gens qui fassent ce travail, ce qu'on appelle d'intermédiation. Voilà. C'est que... Et alors, c'est génial parce que... les artistes... c'est des gens qui font de l'intermédiation. Et là, vous comprenez pourquoi vous êtes venus me voir. Mais en fait, il y a plein de façons de transmettre la question
le principe même de la recherche ou les savoirs scientifiques dans la société civile. Donc j'ai fait, je crois que j'ai fait trois catégories. Ouais, c'est ça. J'ai fait 3 catégories. Il y a la question de la médiation scientifique et d'éducation. Alors la médiation scientifique, levez la main ceux qui en ont déjà entendu parler. Ok. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà allés à la Cité des sciences et de l'industrie? Levez la main. Il y en a qui sont déjà allés au Palais de la Découverte? Ouais, bon. Ok. Bah, la médiation, c'est ça en fait, c'est la Cité des sciences et de l'industrie. La médiation, c'est donner à voir comment ça fonctionne, la gravité. La médiation, c'est faire une expérience, quoi. Ça peut être aussi l'éducation, ça peut être ce qu'on apprend en classe, ça peut être... Comment? Les chaînes YouTube, exactement. Donc il y a des espaces, voilà. Il peut y avoir des individus, il peut y avoir des espaces comme les musées scientifiques ou les centres de sciences et techniques. Il y a toute la muséologie, les mallettes pédagogiques. Et puis il y a l'éducation populaire qui est très importante, mais en fait toutes les associations, les maisons de quartier, les MJC, toutes ces associations-là en fait font souvent de la médiation scientifique et même des clubs de sport, parce qu'il y a des coachs qui sont tous formés, même les bénévoles, et qui transmettent des savoirs scientifiques en fait, qui sont hyper précieux. Donc la science, elle est quand même un peu partout. Après, il y a les acteurs, la professionnalisation, les acteurs qui garantissent la scientificité. Donc là, j'ai mis les écoles, j'ai mis les comités éthiques et les scientifiques et les instances de surveillance et de régulation. Et puis après, il y a des producteurs de contenu, quoi. Et ça, c'est hyper intéressant parce que quand on est médiateur, on produit du contenu, mais on prend un contenu qu'on va rendre plus accessible. Mais là, il y a vraiment il y a une création originale qui est déjà une digestion de la science avec la société. Et là, j'ai mis la question, bien sûr, du journalisme et des réseaux sociaux, tout ce qui est ouvrage, BD, data visualisation, mais il y a aussi tout ce qui est les arts, quoi. Et en fait, les arts, on se rend compte qu'il y en a quand même pas mal qui, sans le savoir ou en le sachant, transmettent des résultats scientifiques. Et parler des inégalités et des rapports sociaux, c'est un travail scientifique. Et il y a beaucoup de travaux artistiques qui transmettent vraiment les travaux de sociologie ou sur le genre ou sur la décolonialisation. C'est très puissant en ce moment. Et c'est un vrai sujet. Mais vous travaillez aussi beaucoup sur la question de la technologie, de l'IA. Vous interrogez beaucoup sur la question de la consommation et des déchets. Et donc ça, c'est très important parce que ce qui est génial, c'est que ça peut être partout, tout le temps, et que ça reste personnel. Le format qu'on est en train de faire là, il n'est pas accessible à tout le monde, quoi. Ça vous a coûté de venir jusqu'ici, de vous asseoir, rester passif, assis, alors que la sédentarité, ça baisse l'espérance de vie de 6 ans, et alors que vous aviez peut-être des choses plus intéressantes à faire un mardi soir. Donc là, je vous parle aussi des business models, et du coup, après je parlerai très rapidement de ma recherche, je vous laisse la parole, mais c'est que, en fait, le problème des sciences aujourd'hui, c'est que, en gros, j'en ai fait 6, mais je vais vraiment résumer, c'est qu'il y a des business models, c'est-à-dire des modèles de fonctionnement entre budget et salariat qui sont pérennes. Il y en a 3 types. Et en fait, c'est au-dessus. Mais longtemps, le fonctionnement de des sciences a été plutôt pérenne, en tout cas dans la deuxième partie du XXe siècle. Donc c'est-à-dire que on avait des budgets de fonctionnement pluriannuels avec un nombre de salariés et ça bougeait pas. Et puis on entre dans l'ère de ce qu'on appelle le New Public Management, qui est plus très new aujourd'hui, en tout cas qui devient croissant dans le monde de la recherche, c'est la recherche par projet. C'est-à-dire que vous êtes dans votre discipline et on vous dit vous allez travailler sur la question du développement durable et vous avez 24 mois pour le faire. Ou vous allez travailler sur la question de l'énergie. Et en fait, c'est ce que je vous disais au début de mon intervention, c'est que c'est compliqué parce que pour avoir des sous, pour faire de l'expérimentation, on va chercher ces budgets-là, mais du coup on laisse un peu ce qu'on était en train de faire, on va se poser des questions qu'on ne se posait pas forcément. Et du jour, le risque, c'est, est-ce que la question, elle vient de l'État ou est-ce que la question, elle doit venir de la société civile? En fait, la réponse est entre les deux, quoi. Mais il faut faire en sorte que chacun puisse contribuer aux objets de recherche. Bref. Donc,
Ouais, pardon, vas-y. Si tu veux, je t'enverrai le PowerPoint. Ah oui. Voilà. Bon, alors je voulais vous parler d'un truc vite fait, parce que pour que vous voyez à quel point ça peut être... bon, c'est l'avantage d'être en sciences sociales, c'est que c'est hyper concret, de rendre invisible, visible l'invisible. C'est que donc un financement par projet de l'Agence nationale de la recherche, nous, qu'on a eu, qui s'appelle Science avec et pour la société. On est tout un consortium. Donc en consortium, c'est plein de gens qui se mettent ensemble et qui font un contrat pour mélanger leurs données et trouver des résultats. Ça s'appelle REJAZ, mais en gros, je vous la fais courte. C'est une recherche-action inclusive. Et l'objet de notre recherche, c'est de savoir qu'est-ce qui rend les enfants heureux. Donc si je fais une traduction, c'est comment arrêter de polluer la planète. Des questions hyper larges. Mais bon, on a une façon très précise de l'aborder. Nous, on va répondre à cette question en regardant les enfants qui sont confiés à l'État et qui sont en situation de handicap. C'est la sentinelle, c'est les personnes les plus fragiles au monde, quoi. C'est vraiment, c'est les oiseaux qui sont en voie de disparition alors qu'ils sont si nombreux. Et donc, c'est pas évident de faire de la recherche dans ce cadre-là parce que c'est des enfants qui sont confiés à une institution et donc ils sont un peu enfermés dans l'institution, ils sont pas très accessibles. Et puis en plus, ils sont en situation de handicap et donc, selon les handicaps, il faut vraiment s'adapter pour pouvoir créer un savoir partagé. Parce que oui, je ne l'ai pas précisé, mais en fait, c'est quoi la recherche participative? C'est le fait de contribuer à un moment de la recherche, de notre protocole, là, au moment où on considère la question, au moment où on expérimente et au moment où on analyse, c'est que c'est participatif à partir du moment où quelqu'un contribue à un moment. Et souvent, la participation, c'est on demande aux personnes d'aider à collecter les données. Donc on va compter, je ne sais pas moi, les tiques dans une forêt, on va mesurer la température, le bruit dans des rues, etc. Mais nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire en sorte que la question de recherche, on la définisse avec les enfants, que le protocole de recherche, on le définisse avec les enfants, que la collecte de données, on la fasse avec les enfants, que l'analyse, on la fasse avec les enfants et la diffusion avec les enfants. Et donc, on arrive à l'essentiel, parce que déjà, il faut goûter, il faut jouer, et la façon de diffuser les résultats, elle est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on fait des sons, on fait des affiches, et alors là, en termes de retour d'expérience pour les chercheurs, c'est d'une efficacité incroyable, parce que les élus le voient tout de suite. Et donc, en fait, nous, on a commencé à s'interroger à la recette des enfants heureux parce qu'il y a une étude qui a été menée en France et qui s'interroge sur le devenir des enfants qui ont été confiés à l'État. Donc, je pense que vous ne connaissez pas l'histoire, mais en France, dans certains cas, l'État, et donc c'est le département qui s'en occupe, il va intervenir dans les familles pour accompagner les parents en difficulté avec leurs enfants, ou pour les enfants qui sont en situation de maltraitance. Ils vont les accompagner aussi en faisant intervenir un juge, et quelquefois les enfants vont être placés dans ce qu'on appelle des maisons d'accueil à caractère social, des MEX, donc les foyers, vous devez connaître ça, ou chez des assistants familiaux. Et donc ces enfants, quand on regarde comment ils fonctionnent, on se rend compte que c'est une institution qui s'occupe d'eux. Ils n'ont pas de parents qui s'occupent d'eux, ils peuvent en avoir, mais ce n'est pas eux qui ont la charge de ces enfants. Et du coup, ça implique de mettre à jour comment on fabrique un enfant. Et comment on fabrique un enfant qui s'en sort après. Et l'étude qui nous a vraiment alertés, c'est que les enfants qui sont pris en charge par l'État, à un moment de leur vie, c'est des enfants qui se retrouvent à 40% SDF. Et que parmi les SDF, 40% d'entre eux étaient de l'ASE, pardon, je me suis complètement trompée de formule. Et au-delà de ça, ils sont surreprésentés dans les hôpitaux psychiatriques. Ils sont surreprésentés dans les bénéficiaires du RSA ou dans les personnes qui ne recourent pas aux droits. Et donc, cette situation est gravissime parce qu'on pourrait considérer que l'État a un savoir-faire qui ferait de lui un meilleur parent que les parents dont il retire les enfants. Donc on a fait une première enquête pendant 4 ans. Et pendant cette première enquête, on ne nous a pas laissé faire ce travail de recherche avec les enfants. L'institution n'était pas prête.
Mais pour vous dire, l'institution n'était pas prête, mais la France n'est pas prête. Il existe une convention internationale des droits des enfants, mais on a encore du mal à écouter la parole des enfants. Vous connaissez les commissions sur l'inceste. Dans une classe de CM2, il y a 2 à 3 enfants qui sont victimes d'inceste. Donc notre société, globalement, elle a un chemin à faire. Et donc nous, notre travail en tant que sociologue, c'est d'aider la société à comprendre comment ça fonctionne, et puis elle-même à mieux faire ce savoir-faire de qu'est-ce qui fait un bon parent ou un bon enfant, c'est d'en faire un sujet de science pour que derrière l'organisation du travail puisse rouler. Donc on crée à la fois des outils pour les professionnels, mais aussi des espaces d'expression pour les enfants, et puis on crée de la donnée. Et donc quand on a fait ce travail-là, donc on a fait un travail longitudinal, 4 ans c'est pas longitudinal, mais enfin on espère qu'on va travailler là-dessus pendant 20 ans, et ce qu'on observe c'est que dans le département où on a travaillé, mais on croit savoir que c'est pareil dans d'autres départements, entre 30 et 40% des enfants qui sont confiés à l'État sont reconnus par la maison départementale des personnes handicapées en situation de handicap. Dans la société civile, dans le reste de la société française, c'est 7%. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'en France, les personnes en situation de pauvreté sont plutôt les mères célibataires avec leurs enfants. Et on sait aussi que quand on a un enfant en situation de handicap, il y a de l'errance, en fait, avant la reconnaissance MDPH, c'est des errances qui peuvent durer quelquefois plusieurs dizaines d'années, et que quand une maman, elle a un enfant en situation de handicap, donc souvent, elle se retrouve seule, dans 60% des cas, et dans 60% des cas aussi, elle va perdre son emploi. Parce qu'il va falloir gérer le handicap, parce que c'est un travail à temps plein. Et donc, on se rend compte que ça peut sans doute expliquer le fait qu'au final, ça puisse créer un épuisement et que l'institution prenne le relais. Et donc, dans les enfants qui étaient dans les MEX, on s'est rendu compte que donc il y avait 32% des enfants qui étaient qui étaient reconnus en situation de handicap, et que parmi eux, ils sont plus souvent des parcours fragmentés. Alors juste pour vous rendre compte, mais la moyenne d'âge, je crois que c'était 11 ans, et à 11 ans, en moyenne, les enfants, ils ont vécu au moins dans 2 lieux de placement différents, plus leur famille. Mais quand ils étaient en situation de handicap, c'était plus de 4 lieux de placement. C'est-à-dire qu'en gros, l'enfant, tous les ans, il change de famille. Pas facile. Imaginez donc pour la rupture des liens, la rupture de la scolarité, la rupture des soins. Ils sont moins souvent confiés avec leurs frères et sœurs, alors même que du coup, ils ont besoin de cet écosystème des frères et sœurs pour s'en sortir. Mais ça, spoiler alert, on en a tous besoin. Parce qu'en fait, dans l'étude, que sont-ils devenus, on se rend compte que les enfants qui sortent de l'aide sociale à l'enfance, ils retournent vers leur famille. Parce qu'en fait, ils n'ont pas d'endroit où aller. Maltraitante ou non. Et que du coup, ils ont moins d'amis. Et en fait, leurs amis, c'est les professionnels qui s'occupent. Et du coup, voilà. Nous, en fait, ce qu'on essaie de faire, on trouve la recette des enfants heureux et on essaye de montrer comment le fait qu'ils soient en situation de handicap et qu'ils soient confiés, ça les empêche d'être heureux. Et en fait, nous, ce qu'on explique, ce qui les empêche d'être heureux, c'est qu'ils sont isolés. En fait. Alors, on ne formule pas comme ça, c'est qu'ils n'ont pas de liens sociaux d'attachement, c'est-à-dire qu'ils ont peu de personnes sur lesquelles ils peuvent compter et pour lesquelles ils comptent. D'ailleurs, si jamais vous cherchez du travail, les statistiques de l'INSEE vous diront qu'à 70%, c'est votre réseau familial et professionnel qui vous aidera à trouver. Et donc, quand c'est un premier emploi, ça veut dire à 70% un réseau familial. Et donc, quand tu n'as pas de réseau familial, ou alors qu'il est dysfonctionnel, on part avec, on va dire, des difficultés supplémentaires. Et nous, ce qu'on montre, c'est que, en fait, les enfants qui sont... alors, selon le type de placement, ils ont très peu de liens dans très peu d'espaces différents. C'est-à-dire qu'ils connaissent principalement les personnes qui sont dans leur école et les personnes qui sont dans leur lieu de placement. Sauf que pour s'en sortir, il faut connaître des gens dans au moins 4 espaces de la vie sociale. En parlant, donc on a l'école, on a les activités, on a les quartiers, on a les vacances, on a la famille, on a les anciens lieux de placement, les nouveaux lieux de placement. Et puis ça peut être aussi les univers qu'on peut avoir qui sont non humains, comme des balades en forêt, des animaux, ça aussi ça compte. Et surtout quand on est en situation de handicap. Il ne faut pas toujours considérer l'humain dans ces histoires. Et donc, on se rend compte que les enfants qui sont confiés, ils sont plutôt dans le bas du lien,
Alors que pour s'en sortir, il faut qu'il soit dans le top du lien. Et donc il y a tout un chemin entre le bas et le haut. Alors je suis désolée, c'est pas hyper visible, ce graphisme, mais vous pouvez voir nos synthèses, elles sont sur Internet. Et donc voilà, en fait ce qui est difficile, c'est que faire de la science participative, c'est compliqué. C'est compliqué d'avoir accès à des enfants, surtout des enfants qui sont confiés dans le cadre d'un jugement. Souvent les professionnels disent mais il faut qu'on demande l'autorisation au juge, etc. Tu dis très intéressant. Est-ce qu'il faut demander l'autorisation au juge pour s'inscrire à des activités scolaires? Ce sont les débats qu'on a. Est-ce que l'enfant a le droit de monter dans la voiture du parent d'un copain? Ce sont des débats qu'on a. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou le droit de ne pas faire? Qu'est-ce qui fait qu'à 18 ans, quand je vais avoir la fin de mon placement, je vais être en autonomie? À quel moment j'ai un téléphone? À quel moment je vais pouvoir aller dormir chez un copain? Et en fait, là-dessus, on n'a pas de savoir scientifique vraiment avec des données épidémiologiques à grande échelle là-dessus. On ne sait pas comment ça fonctionne, comment on fabrique un enfant heureux. Donc nous, ce qu'on espère, c'est qu'on va collecter assez de données sur ces enfants-là, mais aussi sur les enfants qui ne sont pas confiés, pour comprendre un peu quelles seraient les méthodes les plus efficientes. Voilà. Et du coup, les résultats recherchés, la recette des enfants heureux, ça implique, évidemment, ça c'est ce qu'on raconte, on se raconte avec les enfants pour essayer de réfléchir de façon plus pertinente. Mais l'enjeu pour nous en tant que chercheurs, c'est d'avoir de la donnée scientifique sur ce qui permet à un adulte d'être autonome et de s'insérer socialement et professionnellement. Et pour ça, ça implique de rendre visibles les droits de l'enfant, de créer un savoir partagé sur l'éducation, d'interroger le système social de responsabilité, c'est-à-dire quelle est la responsabilité des personnes qui s'occupent des enfants. Est-ce que la responsabilité, c'est de les enfermer pour leur sécurité ou de les faire sortir pour leur sécurité? Et surtout dans un cadre en fait, où la société a tendance à renfermer les enfants, c'est hyper important. Et puis faire en sorte que chaque acteur prenne sa part pour laisser l'enfant découvrir, expérimenter et prendre des risques. Et du coup, je donne la parole à la salle. Alors, on va passer aux questions. Nous avons un quart d'heure. Et je suis sûr que vous avez beaucoup de réactions, certainement par rapport à l'intervention de ce soir, qui a été vraiment passionnante, parce qu'on a en face de nous des chercheurs passionnés. Donc c'est aussi ça qu'il faut constater, c'est qu'on peut transmettre quand on a encore plus l'envie de transmettre, et c'est vraiment ton cas. Merci aussi de cette énergie que tu nous transmets. C'est pas évident, l'envie n'est pas comble, en effet, parce que c'est géovariable, mais tu as donné vraiment comme s'il était rempli à rapport, et donc je suis vraiment, moi je suis très confiant parce que ça c'est quelque chose dont les étudiants qui sont présents ici, et même nous aurons d'autres occasions de transmettre ton savoir et ton style, et ça va inspirer, voilà, ça inspire. Alors est-ce que vous avez des questions à poser? Merci pour cette question, ça me permet de faire la promotion de la plateforme de l'association Alice, Alliance Sciences et Société. Et nous, en fait, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur la plateforme sans être adhérent. Et en fait, ça permet de mettre en lien des chercheurs, des acteurs de l'intermédiation et toutes les personnes qui ont des contributions à faire sur les recherches participatives et les collaborations. Et ça permet de... Enfin, moi, j'ai trouvé des terrains de recherche comme ça, j'ai trouvé des employeurs comme ça, donc c'est vraiment... c'est une plateforme très utile, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Moi, j'aurais une question d'ailleurs, pour vous, du coup, je vous avais dit, en fait, je pense que l'art pour nous, ça devient vraiment un sujet avec les enfants parce qu'on a beaucoup d'enfants qui slament leurs analyses. Et notamment, là, ils ont pas mal travaillé sur les préjugés qu'on peut avoir sur les enfants confiés. Et ça s'est beaucoup exprimé en chansons. Enfin, il y a de l'affiche, mais il y a des chansons. Et en fait, ça nous a un peu prise de court parce que nous, on est chercheurs, on est plus dans un rapport à la parole et à l'écrit un peu plus formel. Et en fait, c'est extraordinaire, donc on a essayé de faire des montages, etc. Et du coup, on s'est rendu compte que la question de la radio pour les intéresser, donc on a fait venir une radio. Mais du coup, si vous avez eu des expériences, si vous avez des idées sur aussi comment les aider à laisser exprimer leur créativité dans la façon dont on va aménager les espaces de conversation,
et dans quels endroits ça pourrait être plus créatif, je suis tout à fait preneuse. Mais en fait, nous, notre objectif, c'est de... Alors, je ne sais pas si vous connaissez la cohorte Constance. En fait, c'est des projets de recherche qui ont commencé à petite échelle et qui, au fur et à mesure, arrivent à embarquer pas mal d'instituts de recherche ou de fondations pour avoir des plus gros panels à des plus grandes échelles avec le côté longitudinal donc de père ou de mère en fils. Et donc cette cohorte, c'est une cohorte en santé, d'ailleurs vous pouvez vous inscrire, et qui permet justement de se rendre compte que tel produit chimique en fait va augmenter, va avoir un impact sur telle ou telle espérance de vie, la question de décalage, des horaires décalés, l'exposition à certains chimiques, le fait d'être dans un type d'habitat ou dans un autre. Ça, c'est d'ailleurs, il y a un autre projet qui est super dans lequel vous pouvez vous inscrire, c'est le GUT Project. Ça, c'est une analyse longitudinale sur ce qui se passe dans l'intestin. C'est extraordinaire. Donc, mais ça, voilà, c'est des projets qui ont réussi à grandir et des chercheurs qui ont fait en sorte à chaque fois d'attirer plus de monde, d'avoir plus de moyens et de pouvoir avoir des données beaucoup plus complètes et de monter à des échelles européennes, notamment sur tous les travaux sur les cancers professionnels. On a l'ETUI, donc le syndicat européen, qui a pas mal de choses à raconter là-dessus. Donc nous, c'est notre objectif, mais on n'y est pas encore, parce que ça réinterroge la question de la légitimité. Et c'est pour ça qu'à un moment, si on veut augmenter le nombre de parties prenantes à notre projet de recherche, augmenter les moyens et la cadence, il faut qu'on arrive à rendre cet objet légitime. Et c'est pour ça que je me permets d'en parler par exemple ce soir, parce qu'on pourrait se dire pourquoi parler de la protection de l'enfance alors qu'on parle de recherche participative. Déjà parce qu'on fait une recherche participative très puissante, et aussi parce que c'est important de rendre visible cet invisible. Et que vous-même, peut-être qu'un jour vous deviendrez parent, et vous vous rendrez compte qu'en fait, la science, il y a certaines disciplines qui s'interrogent sur la question de la parentalité, mais avec des prismes disciplinaires très puissants. Mais la question de l'éducation, de faire évoluer des individus dans une société, c'est quelque chose qui est encore assez impensé. Ça va venir parce qu'on s'interroge sur la place des écrans. Ça va venir parce qu'on rentre dans des conflits tels entre l'éducation nationale et les parents que, généralement, il va falloir qu'on résolve ça en se disant que c'est un sujet de société que d'élever des enfants. Mais voilà, notre objectif, c'est de faire en sorte que ce soit vu de façon suffisamment légitime et de faire suffisamment de plaidoyer pour que nos élus, à l'échelle départementale et à l'échelle nationale, renforcent les moyens pour ces enfants. Tant pour la recherche que pour leur prise en charge. Parce que, par exemple, en France, il est considéré comme normal que des enfants qui sont mineurs, non accompagnés, donc en fait qui sont des enfants qui n'ont pas la nationalité française, et des budgets de prise en charge bien inférieurs à des enfants. Et pour autant, et là, je ne suis pas catégorique parce qu'on n'a pas assez de travaux, on se rend compte que la liberté qui est faite aux professionnels qui s'occupent des MNA fait que les MNA, finalement, s'en sortent plutôt mieux que les enfants en fait, qui sont complètement... ils sont quelque part moins enfermés. Puis de toute façon, les pauvres, comme la prise en charge n'est jamais pérenne, de toute façon, ils sont obligés d'apprendre à se débrouiller. Mais c'est difficile de comparer, mais quand même, on se rend compte que c'est un sujet important et qu'on enferme les enfants confiés, mais on enferme nos enfants. Et ça a des conséquences très, 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 très graves. Le Covid a des conséquences très graves. La santé mentale des enfants et des jeunes filles, elle est dramatique. On peut responsabiliser TikTok, qui est un espace de pédocriminalité affreux. On peut responsabiliser Instagram, où on a une pression sur l'image qu'on donne à nos enfants. Mais clairement, le rapport au monde se fait dans la prise de risque. Et ça, les neurosciences le montrent. La prise de risque, elle se fait en gros jusqu'à 25-30 ans. C'est hyper structurant de se confronter à un monde divers, en liberté, quand on est jeune. Vous voulez rebondir ? Alors, merci pour cette remarque. Alors, la question de la médiation animale, elle est super importante et ça se développe en France, et notamment dans le cas de traumatisme où les enfants, ce qui est hyper traumatisant dans les parcours d'enfants confiés, c'est se retrouver dans un tribunal. Et voilà, les chiens servent à ça. Alors, nous, on ne s'en sert pas directement, mais ce qui est hyper important, et il y a beaucoup trop de consultants qui disent qu'ils
voir des enfants et qui vont voir des enfants et qui les enferment dans des bureaux. Et d'ailleurs, les médiations avec les parents se font souvent dans des bureaux enfermés. Nous, on a créé un rapport, un lien long avec les enfants. C'est-à-dire qu'en fait, on les fréquente directement, indirectement, et on connaît bien leurs professionnels depuis 4 ans. En fait, ça nous arrive de dormir chez eux, on va manger avec eux, on goûte, on joue. Donc c'est vrai qu'on n'a pas encore introduit la question de la médiation animale, ce serait vraiment top. Mais de toute façon, et ça c'est un sujet même dans le rapport avec les rats quand on est en laboratoire, quoi. C'est que c'est long de bien connaître son objet et c'est long de rentrer dedans. Et il faut accepter, et c'est pour ça que c'est difficile la recherche par projet, c'est que en fait, ça se fait voilà, progressivement dans le temps long. Et c'est ces liens qui se forment et qui nous transforment. Et on ne peut pas être un chercheur distant quand un enfant nous confie qu'il a été pendu par les pieds à la fenêtre par son père, chose qu'il n'a dite à personne avant nous, quoi. C'est clair. Je crois qu'il y a une question derrière. Quand on est arrivé sur le terrain et qu'on a commencé à travailler avec les professionnels et à rencontrer les enfants, on se rendait compte que, par exemple, un enfant, quand on lui demande c'est quoi ton repas préféré, il y en a, ils avaient finalement jamais considéré cette question parce que ils mangent des repas livrés la plupart du temps, et puis quand on vit en collectif, c'est presque une question qui se pose pas. Dans les questionnaires, en fait, on est arrivé, on a posé ce questionnaire assez vite, et voilà, il y avait la moitié des enfants qui fêtaient pas leurs anniversaires, il y avait que 30% des enfants qui étaient inscrits à des activités, donc tout ça, les chiffres ont vraiment augmenté. Et donc ça, c'est super, ça c'est hyper tangible, parce que ça, voilà, c'est de la donnée, quoi. Ça, là, en tant que chercheur, il faut qu'on ait de la donnée, parce qu'on ne peut pas rendre visible, légitimer, négocier si on n'a pas de la donnée. C'est essentiel, d'ailleurs, les organisations syndicales le savent très bien. En revanche, ce qui est sûr, c'est que quelque chose qu'on a du mal à quantifier, c'est que quand on est arrivé, les professionnels étaient dans un état dans lequel, le travail social est en crise en France, mais il y avait cette impression que rien n'était possible. Que quoi qu'on fasse, quand on demandait au supérieur, il allait dire non. Et du coup, eux-mêmes, en fait, ils ne s'en rendaient pas compte, mais dès que les enfants voulaient faire quelque chose, ils leur disaient non. Et du coup, nous, on s'est rendu compte que les enfants ne demandaient rien. Vous n'avez plus de désir, vous n'avez plus de rêve. Les questions qu'on pose aux enfants, c'est vraiment des questions. Déjà, on a une espèce d'échange sur leur parcours au travers de dessins. Où est-ce qu'ils ont dormi, qu'est-ce qui leur a appris à faire ci ou ça, est-ce qu'ils ont découvert ci ou ça. Puis des questions qu'on leur pose, c'est voilà, c'est quoi la recette de l'enfant heureux, c'est quoi ton repas préféré, si je pouvais te réaliser un vœu avec une baguette magique, qu'est-ce que tu voudrais, quoi. Et c'est vrai qu'au début, et surtout dans les foyers où il y a des enfants sont en grand collectif, les enfants n'avaient pas de rêve, pas de désir. Et le fait de ne pas souhaiter son anniversaire, ça en dit long. Il n'y a pas de reconnaissance ontologique de tu es unique. Et donc, ce qui est génial, c'est que ça, c'était une tendance, mais on a travaillé avec des professionnels qui étaient pour le coup hyper défenseurs de cette question des liens sociaux d'attachement. Parce qu'au début, comme c'est volontaire, ceux qui viennent, c'est ceux qui sont déjà un peu convaincus par ta démarche. Et de fil en aiguille, ils ont réussi à en convaincre d'autres. Et en fait, les enfants, comme ils ont tout de suite compris le sujet, ils ont vraiment réussi à le promouvoir. En fait, un enfant, il a tellement de professionnels autour de lui, parce que déjà, il va être déplacé de lieu en lieu, mais aussi, il a des éducateurs référents. Et puis, il y a un éducateur qui est spécialisé sur la question de l'éducation nationale. Puis, un éducateur qui est spécialisé sur la question du handicap. Du coup, en fait, ils pouvaient faire une promotion incroyable de ça, parce que pour eux, la recherche, c'était une façon de défendre leurs droits. Et c'est ça qui est puissant aussi, c'est quand, pour moi, le résultat, c'est quand les enfants, ils sont en mesure de dire, d'exprimer de façon libre, et qu'on a réussi à créer un cadre de protection pour que ce soit entendu et non réprimé. Parce que ce n'est pas le cas toujours. Et c'est un risque toujours. C'est que quand on récolte de la donnée, elle peut être mise en danger. On intervient sur le terrain, on transforme les choses. Et donc il y a un risque aussi. Et c'est ça qui est jamais facile. C'est toi, tu arrives en tant que chercheur avec plein de bonne volonté pour poser ton enjeu de recherche. Et puis finalement, il y a un sujet qui vient prendre la priorité. Parce qu'en fait, la recette des enfants heureux, oui, mais là aujourd'hui, la question prioritaire, c'est la prostitution des mineurs. Et du coup, ça vient balayer tout le reste. Alors après, moi je comprends, mais en fait, au fond, la prostitution des mineurs, elle s'explique aussi beaucoup par le fait que ces petites filles qui sont recrutées à la sortie de ces espaces connus de tous, et surtout des pédocriminels, elles se laissent embarquer parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnes qui les aiment. Elles n'ont pas développé leurs antennes de savoir. Vous savez, on sent que cette personne, elle est bizarre. Cette personne, je la sens pas.
Et c'est pas spontané, c'est pas un truc inné, c'est quelque chose qui s'apprend. On apprend au quotidien en rencontrant des tas de gens différents avec un adulte, plein d'adultes bienveillants qui vont chacun vous aider à interpréter ce qui s'est passé, le comportement, etc. Quand on n'a pas eu ça et qu'il y a un mec qui arrive assez mignon et qui te dit « tu es malheureuse et je vais m'occuper de toi », mais même s'il te fait faire des passes, c'est la seule personne qui dit qu'il t'aime, c'est la seule personne qui te prend dans les bras. Et les enfants, dans la recette, le premier ingrédient c'est l'amour, et les autres ingrédients c'est d'abord les bisous et les câlins, et quel que soit l'âge. Et ensuite, on peut avoir les jeux, les cadeaux, les sorties, les machins, les trucs. Bon, malheureusement, ils ne parlent pas beaucoup des amis et des sorties, donc ça en dit long sur l'enfermement, mais ça, c'est essentiel. Et donc, si tu veux aider ces jeunes filles-là, en fait, la seule façon, c'est de les aimer. Et nous, c'est ça aussi qui est compliqué pour des professionnels. Parce que des professionnels, ils récupèrent des enfants, quelquefois, ils pensent qu'ils ont été traumatisés. Des fois, ils ne savent même pas pourquoi ils sont confiés. Est-ce qu'il a été maltraité sexuellement? Est-ce qu'il a maltraité sexuellement? Et du coup, pas le droit d'aller dormir chez un copain. Donc t'imagines que le jour où tu vas dormir chez quelqu'un, c'est un peu... t'es pas prêt, quoi. Sur la question d'intimité, il faut y aller progressivement. Il n'y a pas de raison qu'on commence l'intimité avec une relation sexuelle. Ça va forcément mal se passer. L'intimité, ça commence quand on a 5 ans, 6 ans. On va en colo, qu'on invite un copain qui compte pour nous, qu'on découvre des familles où ça fonctionne autrement, où on se parle autrement, où on mange autrement. Et ça, c'est des choses qui, petit à petit, permettent à l'individu de comprendre et de lire les situations sociales, de se protéger, mais aussi de s'insérer. Donc ça, c'est des choses qu'on a plus de mal pour lesquelles on a plus de mal à trouver des indicateurs, mais qu'on arrive à faire, c'est accepter de parler d'amour avec des professionnels, de leur faire reconnaître, parce qu'on a les statistiques, qu'ils sont les seules personnes sur lesquelles les enfants peuvent compter, et donc il faut que l'institution les laisse décrocher le téléphone une fois que l'enfant est parti du lieu, parce qu'il y a des professionnels qui n'ont pas le droit de répondre au téléphone quand les enfants sont partis, et qui ont le droit de les aimer. Ok, Anne-Jacqueline, merci infiniment. Merci à vous. On va explorer les liens aussi qu'elle nous a